Qu'est-ce que c'est? Sur un tcha-tcha, Camille Lou. Est-ce que quelqu'un aurait vu un jus de pamplemousse? 5 mois? Ah non! C'est pas une théorie. Je suis très content d'avoir mon invité du jour, que je connais depuis quelques années maintenant, qui est une artiste incroyable, chanteuse, comédienne et tutti quanti. Et voilà, une addict au sport, ou alors peut-être quelqu'un que j'ai réussi, entre guillemets, à rendre addict au sport. Ah ouais. Et voilà, c'est un super moment qu'on va passer ensemble. Je te remercie beaucoup d'être là. Comment ça va, Camille? Et non, mais déjà, merci à toi, parce que ça me fait super plaisir. Merci pour le sport. Ah bah ça oui. aussi, Bah, ça fait du bien, bah, franchement. Je suis très heureux de t'avoir dans Inspire. Je te fais un petit récap du podcast et du concept en fait de Inspire. Tout s'articule autour de ce mot. Je ne veux recevoir des personnes qui sont très inspirantes, qui ont des parcours atypiques. Et puis bien sûr, tu en fais partie. C'est gentil. On va utiliser chaque lettre du mot Inspire comme un chapitre. Il y en a 7 Ouais. pour 7 chapitres. Mais évidemment, si on part un petit peu en cacahuète et qu'on échange sur des trucs qui n'ont rien à voir, c'est pas bien grave. On va essayer à chaque fois de revenir sur le bon chemin grâce à ces lettres. Mais évidemment, c'est une conversation et on se fait kiffer. Ok. Il y a une petite tradition habituelle dans ce podcast, c'est qu'avant de lancer le jingle qui officialise le début, on va tous les deux inspirer, histoire de se mettre dans la Ok. vibe. Je lance le jingle et après c'est parti. Ok. Are you ready? Yes. On inspire? C'est bien ta vibe, ça. T'as déjà mis déjà? T'as vu? C'est cool. Hein? Ah ouais, c'est très cool. Ça met dans la vibe. On commence par le I de initial pour le premier chapitre de ce podcast. Tu es connu évidemment sous le nom de Camille Lou, Oui. mais moi j'ai envie d'utiliser ton vrai nom et ton vrai prénom, Camille Houssière. Eh bien, écoute, D'accord. oui, c'est une très bonne idée. C'est plutôt une bonne idée. Comme ça, déjà, avant même qu'on commence sur les initiales, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer pourquoi Camille Lou, d'où ça vient. Alors, figure-toi que, bon, Camille Houssière, pour la petite histoire, à l'école, Ouais. ça n'a pas été une grande partie de plaisir. Ok. Donc, les moqueries, tout ça, etc. Je me suis dit, je peux pas garder mon nom parce qu'on s'en moquait trop quand j'étais ado. Ah bon. Aujourd'hui, je regrette de dingue d'avoir fait ça parce que je me dis, mais quelle erreur. Ah, c'est ouf. Ça aurait été une belle revanche. Ok. Oui, c'est clair. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Et je m'appelle donc Camilou parce que mon surnom dans la famille, c'est Camillou. Ok. Voilà. Donc, tu as utilisé cette petite gimmick pour te donner ce nom de C'est scène ça. sous Et lequel t'es puis, connu. comme c'est arrivé un peu rapidement, c'était une comédie musicale et ça s'est fait tellement vite comme ça, en un claquement de doigts, je m'y attendais pas. C'était un peu. Enfin, je m'y attendais pas, j'avais des longs castings, mais Ouais. je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Oh là, comment? Ok. Voilà. Tac, et t'as trouvé ça Camille comme ça. C'est génial. Merci pour l'anecdote. On revient sur ton vrai prénom et ton vrai nom, Camille Houssière. Je t'ai demandé de trouver 2 mots qui représentent tes initiales. Un mot pour le C, un mot pour le H. Ça peut être aussi intense, entre guillemets, qu'un trait de personnalité et aussi simple qu'un plat que tu kiffes manger, qu'un voyage que tu as pu avoir, qu'un objet, qu'une ville que tu kiffes, peu importe. Qu'est-ce que tu m'as trouvé pour le C? Chance. Chance. Génial. Mais parce que je considère que dans la vie, j'ai beaucoup de chance. Ok. J'ai une famille extraordinaire. Voilà, on est. Je touche du bois. Touche. Vas-y, touche le parquet. Et du singe. Exact. On est en bonne santé. Enfin, voilà, on est très soudés. Enfin, pour moi, c'est la famille et la santé. T'as c'est pleine vraiment- conscience de la chance que tu as. Exactement. Ok. Et puis, même le destin m'a beaucoup aidé. D'où le deuxième mot, d'ailleurs, qui m'est venu avec le H. Vas-y. Ça, c'était pas un cadeau, quand même, en Mais fait, oui, de bah, revenir. Bah, Mais écoutez, Bon. c'est un challenge, c'est comme ça. Voilà. Hasard. Waouh. Parce qu'en fait, les hasards de la vie, je ne sais pas si c'est moi qui ai su être à l'écoute des messages qui m'étaient, entre guillemets, envoyés. Mhm. Enfin, je suis allée là où le vent me portait, si tu veux. Il y a eu beaucoup de hasards dans la vie qui m'ont fait prendre des chemins inattendus. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle tu es sensible. Vraiment, les Complètement. signes du destin, les Ah signes ouais. de la vie. D'accord. À fond. Ok, super. Bah écoute, ça commence bien. Voilà. J'adore, c'est cool. Non, ça te représente bien. Et puis, c'est parfait pour commencer ce podcast. On passe au N de naissance. Ouais.
qui est un paragraphe qui est somme toute assez simple, parce qu'on va revenir sur tes débuts, où tu es né, tes origines, tes premiers souvenirs d'enfance. Tu es donc né le 22 mai 1992 à Maubeuge. Exactement. Est-ce que tu as des premiers souvenirs à nous partager du moment où tu es arrivé à la vie? Il y a des gens qui ont des souvenirs de très très petits bébés, mais alors moi, pas du tout. Je te rassure, je pense que dans ce siège, je n'ai encore eu personne qui a des souvenirs tout petits. Ça commence peut-être à 5, 6 ans, même voire plus tard. Quel est toi ton premier souvenir? Mon premier souvenir, souvent je raconte, c'est la première fois que j'ai mon doudou offert par mon parrain au Cap d'Agde. C'était les... je me rappelle plus le nom du camping. On allait souvent en camping en vacances. C'était vraiment le moment attendu chaque année, le camping. Il y a blanc dedans. On va chercher. Peu importe, il faudrait que je retrouve. Champ blanc ou un truc comme ça. Je sais plus. Et aussi les bosses. Ce que j'appelais les bosses avec mon père, parce qu'il nous emmenait à vélo. Donc j'étais derrière dans le petit truc, il y avait des immenses. Enfin, moi, ça me paraissait immense. Je pense qu'en fait, c'était que dalle. Ouais, mais tout nous paraît immense. Ouais, c'était peut-être ça. Et moi, j'ai l'impression que c'était des montagnes. Ouais. Et les sensations derrière le vélo de mon père. Ça, c'est des rigolo. souvenirs. Tu saurais nous donner un âge à peu près? J'en ai aucune idée, mais peut-être 5-6 ans. Ouais, franchement, 5-6 ans. ça peut être ça. Hein. Donc des souvenirs déjà de nature, de sport finalement, parce que le vélo, voilà. Mais puis j'ai fait du poney. J'ai une enfance très sportive. Mes parents nous ont fait faire beaucoup de sport, hein, mes sœurs et moi-même. Ouais. Notamment du cheval. J'ai fait du tennis, la natation. Enfin, franchement, j'ai tout fait. Bah, c'est génial. Et donc tu es né en province. Tu as ce rapport aussi à la province, j'imagine, à la campagne, à la nature. Exactement. Qui diffère complètement maintenant. J'avais la chance. Les classes, ma classe, on était peut-être genre 3 CM2, 2 CM1, si petits, si moyens. Enfin, c'était hallucinant. Et on avait la chance de faire des petits. Tu vois, le prof, il nous emmenait pour découvrir les plantes, les feuilles. Tu vois, on allait marcher dans les petits chemins de terre, quoi. Tu vois, les petits chemins de terre. Et on a eu aussi la chance de faire des voyages des classes de neige. Ouais, je me rappelle de ça. On est allé aussi. au Cantal aussi. Enfin, tu vois, on a fait plein de petits trucs trop sympas. C'est génial, c'est des beaux souvenirs, ça. Ça marque. Ouais. Ton premier rapport à l'art et à la musique arrive aussi très jeune, j'imagine. Ouais. Parce que ton papa, je crois, est musicien, c'est ça? Exactement. Mon père, il fait de la musique depuis très jeune. Il avait un groupe qui s'appelait Le Paradoxe. Ok. Donc, avec notamment ma tante, donc sa sœur, et le mari de sa sœur. Enfin, voilà. Et puis ma grand-mère aussi, qui chantait beaucoup avec eux. Et ils faisaient tous les bals. Donc, mon père, il m'a raconté. Voilà, en plus, c'était eux qui déchargeaient, qui rechargeaient. Enfin, voilà, ils faisaient la régie, ils faisaient le... C'est ça, ils faisaient tout seul, tu vois. Et mais c'est les meilleurs souvenirs. Il me dit tout le temps que c'était extraordinaire, que c'était génial, que il adore voir... En fait, mon père adore voir les gens heureux, quoi. C'est vraiment ça, il me l'a transmis, ouais. Donc... voilà pourquoi je dis ça. Parce que tu as ce rapport du coup à la musique très, très jeune. Et donc forcément, dans la famille, tous les anniversaires, les Noëls, les mariages, il y a le karaoké. Voilà. À la base. Le karaoké et surtout la chanson des Restos du Cœur. Et c'était Les Rois du Monde aussi, la comédie musicale. C'était Les Rois du Monde, le nom de la comédie musicale, je crois. Oui. Je ne sais plus, je crois pas. J'ai un doute. Peut-être. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Tu te rappelles pas ça? Bien sûr, mais bien sûr, évidemment, ça avait fait un carton plein, ça aussi. Et donc, j'avais, je me rappelle, 8 ans peut-être, je crois, peut-être moins, je ne sais plus, un mariage, Delphine et Laurent, la famille. Si vous nous écoutez, dédicace. On en reparle souvent quand on se voit. Et là, j'ai dit, papa, je peux chanter, s'il te plaît, moi aussi, je veux chanter. Et j'ai chanté Les Rois du Monde. Wow, à 8 ans quand même, c'est-à-dire que tu n'as pas cette timidité-là de te dire je suis en plein mariage, le poteau de mon père, c'est quoi, je m'en fous totalement, je monte sur scène et je chante. Et puis quand tu vois la vidéo, moi je me dis mais à quel moment les gens se sont dit faut qu'elle chante. Vraiment, je ne comprends pas. Parce que quand j'ai écouté la vidéo, c'est plutôt une voix de crécelle, tu sais, une voix d'enfant qui... Pardon pour vos oreilles. Mais voilà, c'est assez rigolo. Et à ce moment-là, mon père m'a dit tout le monde s'est arrêté de bouger, de danser et t'a écouté. Ah, quand même. Donc, il y a eu ce petit froze dans l'assemblée. Je ne sais pas s'il a fantasmé ce froze. Ah oui, peut-être. J'en sais rien, tu vois. Peut-être. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, il m'a dit, du coup, on t'a fait prendre des cours de chant. Ah, wow. Et j'ai commencé assez tôt, ouais. Donc, dès 8 ans, tu prends des cours de chant. Okay. Ouais. Et tu kiffes? Tu développes déjà cette passion pour le chant? Ouais. Après, c'était de l'apprentissage. Il y avait quelque chose quand même de... Moi, discipline. De discipline. J'ai toujours une discipline, même à l'école. Je suis très disciplinée. Ça, c'est parfois vrai. Trop disciplinée.
Ouais, mais où est la limite finalement? Tu vois, entre pas assez, trop. C'est ça, tu mais, vois. mais on peut vite passer du côté où en fait c'est respecter les règles. S'il y a des règles, elles sont là, c'est pas pour rien. Mhm. Et je rentre trop dans. Tu vois, moi je m'autorisais pas je m'autorisais pas à déborder, si tu veux, pour D'accord. rien. Dès ton plus jeune âge. C'est-à-dire que dès ton plus Ah ouais. jeune âge, le fait d'avoir un cours, un prof qui t'enseigne des choses, Ouais, tout de suite, tu es dans le respect des consignes. ah, complètement. Non, parce que c'est L'école. vrai que quand on est petit, des fois, on s'en fout un peu et Après, on teste un peu, tu vois. Je sais pas très très jeune, mais en tout Mhm. cas, dès l'entrée au collège, etc. Ok. En plus, il y avait un truc de. Je voulais réussir à être, tu vois, la meilleure. Je voulais avoir des super notes. Tu vois, je sais pas pourquoi je me suis mis cette. C'était une telle compétition avec toi-même ou ou avec les autres aussi, t'aimais bien te sentir. Je pense que c'était plus ce système scolaire qui, Ouais. comme ça, en fait, qui te met dans la compétition avec l'autre. C'est clair. Mais j'en ai souffert vachement parce Ok. que aujourd'hui, je ne supporte plus la compétition avec Mhm. les autres. Je ne supporte plus. Tu Je peux pas. penses que ça vient de cette époque-là? Ah ouais, c'est sûr. Ok, ok. Donc malgré le fait que tu aies envie d'être la meilleure et que tu as la discipline de dire faut que je fasse ce qu'il y a de mieux, en contrepartie, l'aspect compétitif vis-à-vis des autres, c'est aujourd'hui quelque chose que tu Ah ouais, supportes non. pas. Maintenant, D'accord. je peux être en compétition avec moi-même, me dire, Mhm. ok, être la meilleure version de moi-même et Mhm. repousser mes limites, etc. Mais pas avec les autres. Je D'accord, déteste. C'est d'accord. quelque Bah, chose qui c'est me tétanise C'est ce plutôt. qu'on a vu dans le sport. Hein. On y reviendra sur ta prépa, Ouais. prépa physique, ta capacité à être hyper discipliné, peu importe le planning, les hauts, les bas, la fatigue. L'aspect vraiment très très carré qui m'a d'ailleurs énormément plu parce que je pars du principe que si on peut pas avoir ça, c'est difficile d'avoir des résultats malgré tout. Je pense qu'on a vraiment rien sans rien. Ouais, Ça, c'est quelque tout chose. passe par le travail. Donc ouais, effectivement, ça c'est un trait de personnalité que tu as encore aujourd'hui, cette discipline et ce sérieux-là. À 12 ans, tu gagnes ton premier concours de chant, c'est ça? Je me rappelle, franchement, c'est pas impossible. En tout cas, c'est pas en impossible. grattant un peu, tu J'en ai passes tellement fait. J'ai fait ce qu'on appelle les radios crochets, tu vois. Ok. Enfin, on les appelait les radios crochets, mais c'était plus à la radio. Ok. Mais dans mon village, à chanter du Pocahontas, l'air du vent, ça s'appelle la chanson de Pocahontas. Et à gagner des concours, et presque, tu vois, j'ai gagné tellement de concours de chant petite Mhm. que j'avais pas la notion enfin, je sais pas comment expliquer. C'était normal pour toi en fait, c'était pas quelque chose de si extraordinaire que ça. Je comprenais pas, enfin, je ne savais pas ce que ça représentait. D'accord. Tu vois, on était dans les petits concours de village et presque. Ouais, c'était bon enfant et puis Ouais. c'était ton moment du dimanche de te dire allez, je vais faire un cours de chant et Je sais puis je reviens avec Puis une c'était avec coupe. mes parents, il y avait vraiment un truc un peu comme. J'y allais un peu comme quand on emmène tu vois, j'imagine son fils se faire un concours comment dire, un match de foot, tu Ouais, vois, j'en ouais, sais bien sûr. rien. Ouais, ouais. Mais j'y allais, je dirais pas sans l'optique de gagner quand même, mais je sais pas comment expliquer, j'avais un recul sur ce truc-là, Ouais. j'étais pas forcément stressée. Il y a un moment où j'étais plus du tout stressée à D'accord. faire des concours de chant. Ouais, parce que tu te mets en scène finalement très tôt, quoi. Tu vois, Ouais. à 10 ans, 12 ans, tu te mets déjà en scène très Ça, tôt. c'est le karaoké. Hein. Mais c'est une envie que tu as ou c'est juste. Enfin, comment expliquer? C'est-à-dire, ça se fait naturellement ou foncièrement, tu as envie de te donner en spectacle? Alors, j'adorais, pareil, dans les réunions de famille, regrouper mes cousins et créer un spectacle. Ouais, donc, j'adorais ouais, c'est ça. le côté spectacle, mais c'était tout le temps comique, faire rire les gens. Ok. La chanson, en fait, c'est comme on m'avait dit que je chantais bien. Bon, je me suis dit, alors, tu vois, je réfléchissais pas, je chantais parce qu'on me disait que c'était bien, que les gens aimaient bien. Mhm. Tu vois, je réfléchissais pas à est-ce que j'aime ça ou j'aime pas ça, en fait, Mhm. au final. D'accord. Je me disais juste, ok, je chante alors. Tu vois, c'était. Mais j'ai eu mes parents, ils m'ont fait vivre des expériences de dingue parce que ils savaient que j'adorais les comédies musicales. Ça, c'était un de mes rêves. Et ils m'ont fait faire un casting à Paris pour une petite comédie musicale qui s'appelait Virula. Ok. C'est Jean-Louis Dudis, à l'époque, qui avait écrit, qui avait composé, etc. J'avais passé le casting, il m'avait prise. On n'était que des ados de 16 ans, tu vois, dans cette comédie musicale. Et on a quand même fait le Zénith je sais plus, c'était de Lyon ou de Rouen, je sais plus Quand même, lequel. un Zénith, c'est combien? Oui, mais c'était pour un comité d'entreprise, tu vois, D'accord. c'était vraiment, il avait réduit de moitié, hein, mais quand même, on Ça avait fait fait, du monde déjà. tu vois, et que des ados de 16 ans, c'était un virus informatique, et je rentrais dans l'ordinateur pour détruire le virus informatique avec ma voix. C'est génial. Ah, j'adore le Mais scénar. Non, mais Si t'as des c'était doses en vidéo de ça, je suis Mais preneur. c'est sur YouTube, je pense, tu peux en trouver. Magnifique. C'est les Magnifique. costumes et tout, c'était vraiment, voilà, c'était, comment dire, à la bonne franquette, mais ça se voulait quand même, tu vois, on avait fait des vrais Et trucs. c'est la première fois que tu montes sur une vraie scène, finalement? C'est la première fois que je fais une comédie musicale en groupe et que, disons, je m'amuse d'un talent que j'ai. Ok. Enfin, tu vois, Ouais.
Tu sens que je t'as tes sais capacités. chanter. Ouais. Bon, voilà, je sais chanter. Et on va s'amuser de ça. Ah, Tu génial. vois, mes parents m'ont Génial. fait découvrir le côté amusant Ça, et c'est surtout important. un rêve. C'est important ce que je te dis parce que on le voit encore même dans le sport ou dans l'art. Trop souvent, on a les parents qui mettent un peu trop de pression aux jeunes Ah bah ouais. parce que voilà, ce sont des métiers qui font rêver, où on aspire à peut-être gagner des grosses sommes, que ce soit dans le sport ou dans l'art, Ouais. encore une fois. Hein. Là, toi, pour tes parents, c'est amuse-toi, ma fille. C'est ça C'était ça. Après, Ouais. ils ont toujours eu quand même cette notion de on n'a rien sans rien. Ouais. Tu nous remercieras plus tard, presque en mode je te jure, prends les cours de chant. Et au moment où je disais j'en ai marre, j'ai plus forcément envie d'y aller, ils disaient lâche pas. Il y a Ok. d'autres choses où ils m'ont laissé lâcher. Parce que j'ai fait du violon et tout, et solfège, machin. Ils ont dit tu regretteras plus tard, hein, peut-être, tu sais, et tout. J'ai dit mais j'en ai marre. Bon, d'accord. Ok. Mais sur le chant, je pense qu'ils ont toujours senti que j'avais cette passion en moi. Tu vois, j'ai regardé 100 fois Le Roi Soleil, même plus que ça. Trop bien. Donc je pense qu'ils m'ont aidé, entre guillemets, à ne pas lâcher. D'accord. Parce qu'ils savaient que dans le fond, c'était vraiment quelque chose qui m'animait, tu vois. Ouais, qui te drivait. Et ils ont cherché des biais amusants Ok. dans ça pour pas que je lâche aussi. Et on m'avait même, je me rappelle, la suite arrive, on y viendra plus tard, mais non, je vais pas raconter ça tout de suite. Raconte Sinon, pas ça tout de suite, tu veux garder ça pour le prochain chapitre. enfin. Mais déjà, tu me fais une belle transition pour le S de source d'inspiration, Ouais. qui est le 3e chapitre de ce podcast. Tu considères que finalement, ce sont tes parents, et peut-être Complètement. particulièrement ton père, tes principales sources d'inspiration dès le départ? Mes parents et mes sœurs, enfin ma Ouais. famille, quoi, en général, mes grands-parents. C'est mes parents, les deux, parce que oui, mon père dans le côté artistique Ouais. et ma maman dans le côté pilier et force de caractère. D'accord. Tu vois, vraiment. L'ancrage de la famille? Ah ouais. Ok. Mais vraiment, moi, moi, ils m'ont inspiré parce qu'ils ont déjà par l'amour mutuel qui se porte. Moi, je trouve ça magnifique. Mais ça, c'est très important pour un enfant de voir Ah, ses mais parents s'aimer et complètement. le montrer. Ah, complètement. C'est très important, ce partage-là. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en plus, l'amour en général, on a une tendance à. Tu vois, comme on a tout à portée de main, maintenant, on se bat plus pour le conserver. C'est bon, il y en a plus, je m'en vais. Enfin, il y a plus de. Oui, on oui. se bat plus pour ça. La, Enfin, la volonté de dire qu'il faut que ça marche, il faut. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, si ça marche pas, qu'il y a quelque chose qui nous va pas, on s'en va. Tu vois, mais ça n'existe pas, en fait. La perfection, tout va bien, il n'y a aucun compromis à faire. Forcément, personne n'est exactement pareil, ça n'existe pas. Enfin, je suis d'accord avec toi. peut-être que ça existe, mais en tout cas, ça doit être extrêmement rare. Ouais, c'est clair. Ça a dû arriver, tu vois, l'exception qui confirme la règle. Oui, il y a c'est pour ça qu'on l'appelle l'exception, c'est que majoritairement, ce ne sont pas des choses qui sont assez communes. C'est ça. Donc toi, tu tires ton inspiration et personnelle, et sentimentale, et artistique de tes parents dès le plus jeune âge. Est-ce que, tu me parlais du Roi Soleil, par exemple, est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui t'inspire Les comédies musicales. Les comédies musicales. Ah ouais, moi, les comédies dès le musicales. départ. Ah ouais, c'était... Mais j'adorais ça, surtout le Roi Soleil, donc Dovatia, qui produit Albert Cohen aussi à l'époque, il me semble. Donc ça, c'était vraiment un rêve de gamine, mais pour moi, même inaccessible, si tu veux. Intéressant. Inaccessible, et j'étais dans la chambre de mes parents, et je mettais le DVD tous les soirs, quoi. Et je les regardais, et les costumes, et ça me faisait rêver, et chanter. Il y a un côté, raconter des histoires en chantant, je trouve ça... Ouais, et puis t'as les costumes, la mise en scène, tu joues de la comédie, ça réunit quand même tout. Après, moi, à l'époque, quand je regardais, que j'étais petite, tu vois, une dizaine d'années, j'avais pas conscience de vraiment ce que c'était, quoi. Enfin, je veux dire, évidemment. Je ne savais pas ce que j'aimais dedans. D'accord. Mais en tout cas, j'aimais le spectacle. Okay. Je sais pas si j'avais 10-12 ans d'ailleurs, parce que faudrait que je fasse un calcul. T'as d'autres artistes, peut-être, qui t'inspirent à ce moment-là? Est-ce que t'as un ou une artiste en particulier que tu adores et que t'écoutes en boucle? J'étais fan de Laurie. Ah ben, c'est génial. J'étais tellement fan de Laurie, mais je connaissais l'album par cœur. Ma plus grande sœur, Céline, elle avait réussi à avoir un autographe de Laurie. Elle avait fait la queue pendant 3 heures pour la voir. Non, mais trop mignonne. Mais j'avais absolument pas conscience à l'époque du temps que ça lui avait pris. Parce qu'aujourd'hui... C'est clair. C'était encore une génération où justement pour pouvoir accéder à des artistes comme ça, il fallait faire la queue pendant 3 heures, où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où on avait... Puis même encore aujourd'hui, tu dois faire la queue pour avoir certains autographes. Oui, c'est vrai. Franchement, même plus pour des bouquins, parce qu'il y a rarement maintenant des chanteurs et tout. Quoique, si, il y a des chanteurs qui se déplacent encore pour faire la vente de leurs albums. Et le plus dingue, c'est que
je sais pas moi, 10 ans plus tard, je me suis retrouvée à un dîner assise à côté d'elle. Ah, génial. Tu vois, et Tu lui as pas raconté cette histoire, du coup? je ne crois pas, je ne sais plus si je lui ai raconté. Je ne sais plus. Mais vous avez échangé. On a échangé, ouais, carrément. C'est Et marrant. dans ma tête, je me disais, mais c'est incroyable d'être à côté de ton idole d'enfance quand même, tu vois, il y a quelque chose de... Tu t'en es rendu compte? Ah oui, bien sûr. Ok. Ah ouais. Ce qui est marrant parce que peut-être que aussi aujourd'hui, c'est elle qui t'idolâtre un peu par rapport à tes projets aussi. On sait jamais. Non, mais tu vois, c'est ça qui est assez drôle, tu vois. C'est ça qui est cool. Oh, je pense pas qu'elle est à m'idolâtrer en tout cas parce que, enfin, je pense pas que ce soit le cas. Ok, trop cool. On fait un petit bond aussi, un peu dans le temps, entre guillemets, mais avant de passer au P de parcours, peut-être que la question que je vais te poser va nous permettre d'y passer. Est-ce que tu as eu un ou une mentor? Est-ce que tu as eu quelqu'un dans ton parcours qui, au-delà de tes parents, évidemment? J'en ai eu plusieurs, franchement. Déjà, ma première prof de chant qui s'appelle Fatima. Ok. Son école, c'était à Touchant, qui m'a appris beaucoup de choses et qui me... Enfin, franchement, elle avait une approche aussi qui était super chouette. Pareil, on avait des spectacles de chant avec l'école. Enfin, tu vois, il y avait un côté vraiment... Spectacle, mise en scène. Ouais, fun. et puis non, mais ensemble, tu vois, moi, c'est le partage. Ça me définit aussi énormément. C'est que j'ai du mal à faire quelque chose, il n'y a pas de partage. Pour moi, la vie, c'est que ça. Oui, bien sûr. Oui. Je vois pas le... Réussir seul, souvent, c'est triste. Ben, c'est ça, mais ça sert à rien, surtout. Bien sûr, ouais, ça sert à rien. Je me dis, mais pourquoi faire? Ouais, c'est clair. Tu fais les plus grands trucs du monde et tu te retrouves T'es solo. seul, Ouais, non, je trouve ça triste à mourir. Bien sûr. Donc, il y a eu Fatima. J'ai eu un coach aussi qui s'appelle Damien Silver par la suite, qui m'a beaucoup aidé, qui est maintenant coach à The Voice, et j'ai eu bien avant qu'il soit coach à The Voice. Dans la musique, j'ai aussi mon prof de guitare et comment dire, mon manager de l'époque, qui s'appelait donc Sébastien Coupez et Mike Caleja, qui m'ont fait faire mon premier album sous le nom de Jimmy. Oui. Ça, je sais pas si tu... Oui, Jimmy, tout à fait. Jimmy, I2MIE. Et ça s'appelait La Grande Aventure. Et ça, c'était une expérience génialissime. T'as quel âge à ce moment-là? 16 ans, je crois. 16 ans, ton premier album. Et là, pour le coup, tu vois, j'avais trouvé un nom d'artiste. Je voulais absolument pas... Moi, j'étais très garçon manqué. J'assumais pas du tout le côté féminin. J'aimais pas ce que ça représentait. J'étais pas du tout à l'aise avec le côté féminin. Ok. Donc, Jimmy... Et par la suite aussi, forcément, Dovatia qui m'a offert mon plus grand rêve avec Giuliano Peparini. Je reviens souvent sur ce metteur en scène parce que... Là, tu me fais une passe décisive parce qu'on passe au P de parcours. Et évidemment, tu as un parcours, j'ai envie de l'appeler flash parce que tout va tellement vite et il se passe tellement de choses depuis une paire d'années. J'ai eu de la chance. Il faut qu'on... Ouais, mais la chance aussi, ça se provoque et ça se travaille. Oui. C'est un peu bateau ce que je dis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chance et du travail aussi, ça c'est certain. Donc là, tu me parlais de Dovatia justement, et c'est le premier point que je mets sur ton parcours parce que c'est un moment charnière. Ouais. T'as 16 ans, je crois, quand tu le rencontres, quelque chose comme ça? 16 ou 17, dans ces eaux-là. Ouais. Et puis surtout, c'est une anecdote qui est assez sympa à raconter parce que je crois que t'es dans un resto. Ouais, mais tu sais que tout part du radio-crochet encore. Ah, mais c'est un truc de fou. Je te laisse nous raconter parce qu'effectivement, c'est ça qui déclenche pas mal de choses par la suite. Là, mais c'est énorme parce que ça part d'un radio-crochet que je gagne à l'époque. Je chantais tout le temps Monopolis. C'était un petit peu genre, si on sort Monopolis, ça passe. Ça passe. Tu vois, à chaque fois, on sortait Monopolis. Aujourd'hui, il y a la comédie musicale, il faut que j'aille la voir d'ailleurs, qui est revenue à Paris. Et dans le jury, il y avait Nuno Rezende, qui était une doublure dans le spectacle de Mozart l'Opéra Rock. Okay. Et comme j'avais gagné, il m'avait invité à venir voir les répétitions de Mozart l'Opéra Rock, la comédie musicale. Donc le Radio Crochet a lieu en province? Oui, à Lille. C'était à Lille, je crois, dans le Nord. D'accord. Et il t'invite à Paris? Et il m'invite à Paris, tout à fait. Les répètes. Génial. Et mes parents, c'est pour ça que j'ai énormément de chance parce que même s'ils m'ont aussi aidé à ne pas lâcher, ils m'ont vachement soutenu. Ils m'amenaient à Paris, ils faisaient des allers-retours pas possible pour m'amener à Paris. J'ai une chance extraordinaire de les avoir dans ma vie. Et donc, ils m'ont emmené voir ces répétitions. Et dans Mozart l'Opéra Rock, il faut savoir qu'il y avait Merwan Rim, dont j'étais absolument fan. Je crois que c'était un de mes personnages préférés dans Le Roi Soleil. Donc, pour moi, c'était genre... Donc, que tu avais regardé 150 fois en VHS dans ta chambre. Okay. Et donc, pendant ces répétitions, Nuno me fait chanter avec une guitare. Et là, il me présente Merwan Rim. Merwan prend sa guitare, on chante ensemble. Enfin, un rêve. Lunaire. Oh là là, moi, j'étais... Bon, incroyable. Et suite à ça, ils me disent tous mais viens voir le spectacle, tu viendras voir la première. Ils tiennent parole.
il m'invite à voir la première avec mes parents. Et Donc, tu refais l'aller-retour? on refait l'aller-retour, c'était plus tard, je crois que c'était un mois plus tard. Ou peut-être, non, peut-être que c'était la fin des répétitions au final. Et que c'était plus proche. Mais mes parents m'accompagnent, on va voir le spectacle. Et Nuno, je crois que Merwan aussi, ils me disent, bon, bah, on a l'habitude d'aller chez Silvano, c'est le restaurant qui est en face du Palais des Sports. J'y ai mangé depuis maintenant, je sais pas, 100 fois. Bah forcément. Donc c'est là où c'est dingue aussi. Et donc on va chez Silvano, parce qu'ils disent, on y va tout le temps après le spectacle, allez-y. Donc on est avec mes parents, une petite table près de la fenêtre, là, dans un angle, en train de manger. Et puis on voit derrière nous qu'il y a Dov Atia qui s'installe avec Jean-Pierre Pilot. Jean-Pierre Pilot, c'était l'auteur-compositeur de Zazie aussi, qui composait beaucoup avec Dov, et on les voit tous s'asseoir. Puis on est là, mais c'est fou, c'est Dov, quoi, tu vois, mais comme peuvent le faire des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de voir, bien sûr, tu vois, qui sont fans et qui viennent de leur province. C'est ça, et moi, je me retournais tout le temps, je sais, waouh, on était là, on mangeait en silence, on parlait même plus, tu vois, alors qu'on était loin. Oui, genre le gros blanc. Oh là là, ils sont encore là. Et là, il y a Merwan qui rentre et qui vient me voir. Il me dit, alors, t'es venu, c'est super. Oh, mais tiens, mais il y a Dov, faut que je te présente à Dov. Viens, je te présente à Dov et tout. Et moi, je suis là, je regarde mes parents, je suis en panique, je suis même pas majeure. Je sais plus comment je m'appelle, tu vois. Je m'approche, il me dit, voilà, Dov, je te présente Camille, elle chante super bien et tout. Et Dov, il dit, ah bon, tu chantes? Tu pourrais me chanter un truc, là? Mais non. Je te jure. Dans le resto devant tout le monde. En plus, il est 23h30 ou minuit. Mes parents qui sont comme ça, qui ne parlent plus, qui me regardent, paniqués pour moi, tu sais, parce qu'ils savent. Oui, voilà, ils ont dû sentir ton stress fois 1000. Et Merwan, je dis, mais j'ai pas de guitare. Merwan dit, si, mais j'ai la mienne. Tiens, il me donne la guitare. Je suis comme ça, assise devant Dovatia dans le resto, et je dis, mais j'ai pas de capodastre. Et là, il y a un gars dans le fond, il dit, moi j'ai un capodastre. Et il m'amène le capodastre. Parce que je savais pas. Enfin bon, voilà, je m'accompagnais, mais. Et j'ai chanté une chanson qui s'appelle Falling Slowly. C'est dans un film qui s'appelle Once. Et ça faisait. Oh merde. I don't know you, but I want you. Enfin, je vais pas chanter, sinon ça va durer 100 ans. Non, mais là, on peut faire 2h30 de podcast-concert. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, avec ce bien son, parti. ça peut être sympa. Ça peut être très joli. Et donc, je chante. Tu prends ton courage à deux mains. Ah ouais, j'ai vraiment pris mon. Franchement, Mais après, quand tu réfléchis bien, on dirait une scène de film, le truc. Oui, t'as la carte chance, là, tu vois. Ça n'arrive jamais. Ouais, mais encore une fois, la carte chance, je suis d'accord avec toi, mais je suis plus en mode signe du destin. Si tu ne gagnes pas ce radio-crochet, ou si t'es nul en chant et que tu ne gagnes pas de radio-crochet, tu ne te fais pas repérer. Si je ne prends pas de cours de chant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc ouais, c'est assez dingue. Et du coup, tu le séduis? Alors, je me rappelle à la fin, il me dit, mais tu t'as rien en français? Je ne chantais jamais rien en français. Je n'aimais pas trop la musique française. Ce qui est hyper paradoxal pour quelqu'un qui écoutait des comédies musicales françaises, etc. D'où ça devient cet amour finalement de la langue anglaise pour chanter? Je sais tu pas. te sens plus à l'aise? Et puis je trouvais que quand je chantais en anglais, ma voix n'était pas la même. Okay. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est toujours le cas. Mais en fait, c'est le placement vocal qui change, donc je trouve ça peut-être plus facile. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, je vais avoir plus envie de chanter en français qu'en anglais. Donc tu vois, c'est aussi peut-être la maturité. Peut-être. Donc là, il te remet au défi donc, en disant. Voilà, et puis je dis non. Et là, je sèche, tu vois, et j'ai pas d'autres chansons. Il me dit c'est pas grave, mais merci beaucoup, tu vois. Et puis je dis je me dis merde. Ah, t'as l'impression genre t'as raté ton casting? Pourquoi j'ai pas de chanson en français, tu vois? Je suis un peu triste et je me dis bon, tant pis, c'est pas grave, tu vois. Et puis je vais m'asseoir avec mes parents et puis pareil, on parle pendant là. Oui, parce que là, tu reviens à table, tu te dis. Il vient de se passer un truc complètement lunaire. J'aimerais trop entendre la version de mes parents, là. Ouais. Je te jure, je leur ai jamais dit, mais comment vous avez vécu le truc? Jamais je leur ai demandé. Ah, tu leur as jamais demandé après? Jamais. Parce que je pense que moi, j'ai le souvenir de ne plus les voir parler, si tu veux. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus parlé. À partir du moment où il m'a fait venir devant Dovatia, je ne les ai plus entendus. Le temps s'arrête, il se passe plus rien. Et à la fin de notre dîner, on s'est dit, tu vois, tant pis, hein, tu vois, on était un peu en mode. Ah, parce que vous avez senti qu'il y avait une opportunité et tu as l'impression de l'avoir raté. Mais c'est que tu sais pas comment faire, et puis j'oserais jamais aller le voir en disant est-ce que je pourrais passer des castings, tu vois. Bien sûr. Juste, je me dis laisse aussi, enfin voilà, je peux pas faire plus. Parfois, je trouve aussi que de forcer le destin, pour moi, c'est pas une bonne chose. Faut jamais forcer le destin. C'était un moment aussi, enfin tu vois, il fallait juste le vivre et puis. C'est ça. Je me suis dit bon, voilà. Et à la fin du repas, il vient me voir et puis il me dit.
Camille, j'aimerais bien que tu contactes notre prof de chant. Merwan te donnera son contact. Elle s'appelle Nathalie Dupuis, parce que je suis sur une nouvelle comédie musicale. J'aimerais te faire passer les castings. Donc après le repas, avant de partir. Ouais. Waouh. Et là, là, vous parlez encore moins. Du coup. Je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça fou. Génial, incroyable. Et en parallèle, faut savoir que je passais des castings de temps en temps avec Bruno Berberes, qui est le directeur de casting, presque le seul, j'ai envie de dire, dans la musique. Et il m'avait fait passer des essais, en fait, pour une comédie musicale, mais je crois pas à l'époque que je savais que c'était pour Dove. J'avais pas eu de suite, tu vois, à ça. Donc je pense qu'il y a eu vraiment un... C'était le timing aussi. Ouais, le timing était dingue, quoi. Et du coup, j'ai pris les contacts de Nathalie Dupuis. Elle m'a dit que Dove l'avait appelée, etc. Enfin, c'était, tu vois, et je suis allée prendre... Et oui, je suis allée prendre les cours de chant. Longtemps, tu vois, j'ai pris pas mal de cours de chant et j'ai fait les castings avec Dove. Et c'est un casting qui a duré 1 an. Et en fait, à la fin de son casting, il n'était jamais satisfait. Wow. Et il n'aimait pas son casting final. Et moi, à chaque fois, je me disais, c'est mort. 1 an de casting. Ouais, ça dure 1 an, ouais. Est-ce que c'est pour donc la première comédie musicale que tu fais, Les Amants de la Bastille? Exactement, c'est ça. 1 an de casting, c'est fou. Et puis, du coup, on a été, je crois, j'ai eu 2 vrais castings. Donc, en fait, sur 6 mois de temps, un premier casting avec une équipe finale qui lui a pas plu, il n'était pas satisfait, t'as pas de nouvelles. Wow. Tu te dis, bon, bah, c'est mort. Et j'attendais, je me rappelle encore, le radiateur chez mes parents, là, en fonte, assise dans le bureau, en train de me dire, mais pourquoi j'ai pas de coup de fil? Je me revois trop dans l'attente et de me dire, mais c'est pas possible. Et parce que là, tu touches du doigt ton rêve de gosse. C'est ça. Parce que si on en revient à tes premiers souvenirs, où tu saignais les comédies musicales. Mais c'est ça. Là, tu te dis, mais peut-être que je vais pouvoir en faire une, en vivre. C'est ça. Enfin, c'est fou. Et à ce moment-là, je finis, j'ai mon bac et je commence des études de droit. Valenciennes, c'est ça? À Valenciennes, ouais. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je sais pas pourquoi, j'ai eu un centre. Donc, il y a eu le 2e casting qui a commencé. Donc, ils m'ont rappelé, pardon, j'arrive plus à parler. Et en me disant, bon, bah, en fait, on recommence les castings à 0. Enfer. Mais tu es là. Ah. Wow. Donc, tu vois, tous les autres, il n'y avait plus personne. J'étais la seule à revenir. Ah oui, donc ils avaient fait une sélection incroyable et ils t'ont rappelé pour te dire, on recommence, mais on te retient. Ça. Voilà. Donc, tu vois, je me suis dit, waouh, je suis toujours là. Et il y avait ce metteur en scène italien, Giuliano Peparini. J'en parle souvent parce que c'est lui qui m'a appris, je pense, toutes les bases pour tout. Enfin, autant pour l'acting que la musique, que de la danse. Que franchement, il m'a appris des bases extrêmement importantes. Et je fais donc ce casting qui reprend et tout. Et vers la fin, pareil, il y avait encore un truc une espèce de finale. Je la passe et il y a même une copine à moi qui est là de la comédie musicale Virula et je suis face à elle et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Et je me rappelle avoir dit à mes parents, je crois qu'il faut que j'aille à Paris. Je dois me lancer et je dois aller vivre à Paris, je dois y aller. Sans savoir t'as ce déclic. Si je suis prise. Et du coup, je décide de partir. Mes parents mais quand même, j'avais des super notes en plus en droit. Ils m'ont dit, t'es sûre et tout. Je dis, je le sens. Je ne sais pas, je sens. Pourtant, je savais pas que j'étais prise. Je suis allée bosser chez Abercrombie. Je sais pas si on peut dire les marques. Oh, on s'en fout. Abercrombie. À Paris. À Paris, hey, what's going on? Je rentrais même pas dans leurs fringues, c'était insupportable. C'était que des meufs qui faisaient un 34-36, j'étais sur un 40, j'étais serrée comme une bourrique et je ne sais même pas comment j'ai réussi à atterrir là. Et je disais, hey, what's going on? Et tout. Je savais même pas parler quand ils me répondaient, je savais pas quoi répondre parce que je savais pas ce que ça voulait dire. Enfin. Tu te trouves un job à Paname, tu te dis, il faut que je me lance. Je trouve un appart. Via une danseuse avec qui j'étais sur la petite comédie musicale, tu vois. Incroyable. Virula. Du coup, je prends son appart en location et tout. Et ce jour-là où il y a la finale, le casting final, Dove, il nous fait tout un truc, machin. Donc c'est là que je me retrouve face à une copine à moi de cette comédie musicale aussi. Je me dis, c'est pas possible. Et je me dis, en plus, c'est mort parce que faut savoir que dans la vie, pour moi, tout le monde est meilleur que moi. Ça, on y reviendra. On y reviendra dans l'incertitude. Mais ça vient d'une prof de danse, figure-toi, de la comédie musicale qui m'avait dit, je ne sais pas pourquoi elle m'avait dit ça, elle m'a dit, sache Camille, qu'il y a toujours moins bien, mais il y a toujours mieux. Super. Bon. Et je m'étais dit... Grosse pédagogie, là. Ouais, mais bon, à la fois, ça m'a toujours obligée à pousser mes limites, tu vois, et à toujours me remettre en question. Bon. Du coup, pour moi, tout le monde est meilleur que moi, et donc pour moi, c'était mort. En plus, face à Florence, elle s'appelle Florence Coste, que j'adore, qui est actrice aussi aujourd'hui. Et je me disais, mais c'est impossible, je l'aurais pas. Tu vois, je l'aurais pas. Et le soir même,
Dove nous dit, voilà, c'était chez lui, il me dit, voilà, vous venez, donc il nous installe, on est un groupe de 5 personnes qui sont devenus, pour certains, des amis aujourd'hui, tu vois, et on est assis comme ça, il dit, voilà, il y a l'autre équipe qui attend derrière, on va vous dire laquelle a gagné. Ce atroce, côté et puis, compète encore. Et là, et puis il se retourne, et puis pas un truc, et puis il dit, bah, allez, bienvenue à la troupe de 1789. Il fait péter la bouteille de champagne devant nous, tu vois. Ah, incroyable. Voilà, j'étais là, assis, j'ai dit, enfin, je te jure, je ressens la Mais sensation c'est de. magnifique. Putain, je suis là où enfin, l'inaccessible est Ouais. là devant moi, c'est pas possible. Mais ça, encore une fois, je suis désolé de me répéter, hein, tu vas le chercher. Tu te dis, j'ai un feeling, je vais à Paris, Ouais. je me bouge les fesses pour pouvoir y arriver. Tu vois, tu vas pousser les portes quand même, malgré Ouais. tout, tu vois. Ouais. Incroyable. Après, ça s'est joué, je sais que c'est joué à pas grand chose, tu vois, parce que vraiment, il y avait la crème de la crème. Mhm. Je te dis, moi, ma pote Florence, c'était vraiment. En plus, on en avait déjà fait. Enfin, tu vois, c'était. Et je pense que c'est presque ce qui a joué en ma faveur à l'époque, parce que Dove ne voulait travailler qu'avec des gens qui n'avaient jamais rien New fait. face, Inconnus. les fameuses Inconnus, new ouais. face, Il ouais. voulait vraiment personne de connu. S'ensuit 2 comédies musicales, non pas Ouais, alors une, ça, mais c'était 2. fou aussi. Donc Les Amants de la Bastille, comme on vient de le dire, et La Légende du roi Arthur. Ouais. Tu rentres dans un univers dont tu as toujours rêvé, Ouais. mais aussi un univers de travail, des tournées, Ouais. la pression qu'on peut avoir, la fatigue, Totalement, ouais. tout ça. Tu peux nous reparler un peu de cette période que tu découvres finalement. Comment ça se passe, les premières répètes, les premières scènes, etc. Parce qu'en plus, c'est 2 comédies musicales qui fonctionnent plutôt très très bien. Ouais. Tu fais des plateaux télé, tu fais de la promo, enfin, tout ça est nouveau pour toi. Complètement. On commence les répétitions très tôt, en fait. On commence par ce qu'on appelle des workshops, au moins une fois par semaine, avec Giuliano Peparini, ce metteur en scène italien. C'est un grand metteur en scène, c'est un très bon metteur en scène. Et il nous apprend les bases un peu d'occupation de l'espace, trouver un équilibre sur le plateau, plein de choses qui paraissent logiques et à la fois enfin, c'est illogique et logique à la fois. Tu te dis, mais comment ça, une occupation de l'espace aujourd'hui? Je m'en sers encore même au cinéma, tu vois. Bah, bien sûr. Occupation de l'image, qu'il n'y ait pas de déséquilibre et tout. Mais ça, c'est aussi vachement du feeling. Les gens pourraient se dire, mais de quoi elle parle, tu vois, Parce que foncièrement, c'est justement, nous, en tant que spectateurs, on ne veut pas le voir, ces détails-là. On veut faire en sorte que ça paraisse naturel. Exactement. Et pour le coup, quand tu apprends, rien n'est naturel dans la gestion de gérer ton corps, la scène, etc. Donc, tu apprends toutes ces bases-là avec lui. Ouais. Okay. Et vraiment, même dans l'acting, on fait beaucoup de... Il m'apprend à être beaucoup à l'écoute. Il m'apprend à ne pas m'ancrer dans quelque chose, par exemple dans des textes, dans une mélodie. Souvent, quand on répète des textes, quand on répète une scène, on peut vite s'ancrer dans une mélodie avec les phrases. Et parfois, il voulait me faire changer des choses et ça me perturbait beaucoup et j'y arrivais pas. Il m'a dit, tu dois être malléable. Toujours. C'est un sacré mentor pour toi aussi, ça, à lui, je pense que c'est vraiment, si ce n'est le plus important que j'ai eu dans ma vie, en tout cas au niveau artistique. Je veux dire artistique, dans l'apprentissage, dans la compréhension de plein de choses. C'est grâce à lui que je pense que je suis devenue actrice aussi, tu vois. D'accord. Et il y a même, je me rappelle d'un exercice qui était ultra difficile, où on était 2 personnes, on devait chacun raconter une histoire. Donc chacun racontait une histoire différente, son histoire, et quand il claquait des mains, on devait changer les histoires. Oh la vache. Ouais, donc des cours de théâtre aussi. Donc quand tu devais réussir à être capable de raconter une histoire qui avait du sens de manière naturelle, tout en écoutant l'histoire de l'autre et pouvoir reprendre son histoire et inversement. Wow. C'est des trucs ultra difficiles, mais c'est un mec qui vient de la danse classique, qui a été une étoile de la danse classique. Grosse donc discipline, il y a une de travail. discipline de dingue. D'accord. Lui, vraiment encore plus que moi. Quoi, du coup, vous avez matché forcément, toi qui aimais aussi la notion de travail, de mais répétition. ça a été parfois une souffrance. Et je me disais, moi, je serais incapable de ne pas dormir pour ça. J'avais eu des discussions avec lui et je disais, j'étais fatiguée, j'avais du mal. Tu vois. Après, je lâchais pas, mais ce spectacle aussi, moi, il a été marquant pour moi parce qu'on a perdu quelqu'un. On a eu un accident très grave, une explosion. On n'a pas pu jouer pendant plusieurs mois et quand on a repris, en fait, c'est surtout cette première-là qui m'a marqué le plus. C'est la reprise du spectacle suite au décès d'un des nôtres qu'on avait fait. Très dur pour une troupe, ça. Très dur. On a fait ce spectacle en hommage, donc ça s'appelait Marcus, en hommage à Marcus, et ça, c'était Ouais, émotionnellement dur. Ouais, et là, je me suis dit à la fois,
on est tellement peu de choses. Tout ce qu'on vit là est grandiose, mais on est peu de choses, tu vois. Tu as pleine conscience, encore une fois, pour revenir sur le début du podcast, de la chance que tu avais d'être là. Complètement. Mais ça, Ok. j'essaie souvent de me rappeler parce qu'on est, comme tout va vite, on est dans un monde où tout va vite, où on a une tendance à se plaindre facilement parce que on a marre, le temps, le truc, le machin, et puis tout est assez morose, il se passe des choses très dures aujourd'hui dans le monde qui, tu vois, on est en train de perdre un peu presque le contrôle. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent et qu'on ne peut pas contrôler. Je pense que ça nous rend tous très tristes. Et je me dis, mais c'est tellement important de sortir aussi de cette morosité, d'essayer de se rattacher en tout cas à ce qui nous anime et ce qui nous fait du bien. Et tu vois. puis sur les beaux moments aussi. Tu ne Ouais. parles que des beaux moments qu'on vit. Parfois, on est tellement concentré sur le futur qu'on oublie de vivre le moment présent Oui, et de profiter pleinement de ce qui nous arrive. on se laisse parfois polluer aussi par les choses extérieures. Bien sûr. Mais complètement. on est tous humains. On tu est vois. tous humains. S'ensuit la légende du roi Arthur. Là aussi, c'est assez dingue parce qu'il me semble, c'est ce que tu m'avais dit, tu me dis si je me trompe, que Dovatia n'a pas l'habitude de prendre 2 fois les mêmes comédiens, les mêmes artistes. Exactement. Et là, pour le coup, toi, il te prend une deuxième fois Ouais, sur c'est une fou. nouvelle comédie musicale. C'est dingue. Moi et Florent Motte, Ok. il l'a repris Ok. sur celle-ci. C'est la D'accord. première fois qu'il fait ça. Après, il faut savoir, c'est rigolo parce que, bon, suite aux Amants de la Bastille, j'ai fait. Tu vois, je te dis, je vais vraiment là où le vent me porte. C'est que d'un seul coup, on m'a proposé de faire un truc qui s'appelait Les chansons d'abord. C'était présenté par Natacha Saint-Pierre, que j'aime beaucoup, qui est trop chouette. Et on était chroniqueurs avec un groupe d'artistes où on chantait des chansons. J'ai eu la chance de chanter avec Garou, avec Céline Dion, avec Lara Fabian, avec. Magnifique. Oui, il y a des images aussi de ça. Sardou, ouais, c'était dingue. Et j'ai rencontré Matt Pokora là-bas. Matt Pokora qui m'a pas mal aidé aussi, qui m'a pris sous son aile et qui m'a fait découvrir un peu dans le milieu de la musique. Et donc, suite à ça, donc Dovatia, une proposition de Dovatia pour un rôle. Je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé, mais il s'avère que j'apprends un moment. Donc, je suis censée avoir un rôle. Je suis pas très sûre, c'est pas très clair. Il sait pas trop s'il reprend les gens ou pas. Il voilà. garde le suspense. Exactement. Et un jour, je suis sur un bateau pour la promotion d'un album qui s'appelait Forever Gentleman. Ok. Je chantais avec Amir dedans. Et il y a une styliste qui vient me voir, que je connais pas du tout, ni Dan, ni Dan, et qui me dit « Camille, c'est bien toi que je vois demain pour le rôle de Guenièvre dans le Roi Arthur, pour le clip. Hein. » Et là, je la regarde, je dis « Bah non. » Mais c'est comme ça que t'apprends que t'as le rôle. Non, que je l'ai pas. Ah, que tu l'as pas. Bah non. Ah. Je l'ai pas. Ah, c'est ouf. Parce que je suis là sur le bateau et je fais bah non, elle me dit ah pardon, puis elle s'en va. Et là je me dis merde. Ah, moi je pensais qu'elle t'apportait la nouvelle, vu qu'elle te propose ça. D'accord. Wow. C'était le lendemain un clip et moi j'étais pas du tout prévenue. Ok. Non, j'aurais été prévenue, tu vois. Et là je dis waouh. Et je me rappelle, il y a une amie sur ce bateau du nom d'Anna qui me dit, je lui dis bon bah je crois que j'ai pas le rôle. Et elle me dit mais Camille, elle me dit des mots très durs. Elle me dit mais t'es invisible. Oh la violence du truc. Mais ça sort d'où ça? Non attends, je peux pas te croire que des gens humainement face to face vont te casser comme ça, c'est pas possible. C'est pas aussi violent que ça peut le paraître dans sa bouche. Je sais pas comment t'expliquer. Dans le son de ce podcast, c'est paru extrêmement violent. Non mais elle pouvait avoir des espèces de vérités comme ça, très dures, mais et à la fois tu le prenais pas mal. Je sais pas comment t'expliquer. Elle était straight to the point. Ouais, en mode faut faire quelque chose là, c'est pas possible. D'accord. Genre tu n'auras pas le rôle si tu faut tu vois. Et là j'étais ok. Elle me dit tu vas devenir blonde platine. Pardon. Et je ne sais pas d'où elle me sort ça. Elle me dit t'es invisible, tu vas devenir blonde platine. Viens, tu viens. On se donne rendez-vous lundi. Je te fais blonde platine. Faut que tu sois blonde platine. C'est ça, je pense qu'il veut. Pour qu'on te remarque plus, c'est ça en gros ce qu'elle te fait comprendre. Mais en fait, c'est une femme qui a pareil une sensibilité aux énergies très particulières et tout. Okay. Donc voilà. Et juste, je me dis allez vas-y, tu sais quoi, rien à perdre, j'y vais, tu vois. J'avais jamais touché à mes cheveux parce que notre coiffeuse à Maubeuge, elle me disait tout le temps t'as des beaux cheveux, faut jamais que tu fasses de couleur dessus. Voilà, donc j'avais que ça dans la tête. Alors je m'étais dit je ne ferai jamais de couleur. Aujourd'hui, je change de couleur tous les ans. Et donc, je vais voir cette copine et notre coiffeur de l'époque qui était sur les comédies musicales. Et là, je me fais blonde platine. Incroyable. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait les premiers jours où je me voyais dans le miroir? Je me disais, oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Évidemment. Quelle horreur. Évidemment. Surtout si tu n'avais jamais fait ça avant, plus. Ma vie a changé. Ma vie a changé. J'ai eu le rôle.
Dove, en fait, on lui a envoyé une photo. Elle m'avait mis un gros pull, un peu à la Brigitte Bardot, un baby doll, avec des bottes très hautes, là, je sais plus comment on appelle ça, en daim. Elle avait créé un personnage, finalement. Voilà, j'avais une ponytail, tout ça, j'étais blonde, et puis on me reconnaît pas du tout. Elle avait pris une photo, et on l'avait envoyée à Dove, et elle avait dit, mais c'est qui ? C'est elle. Genre, c'est elle le rôle, ou je sais plus comment elle avait dit ça. La vache, finalement, elle a taffé pour toi, elle. Mais c'est extraordinaire. C'est pour ça que je te dis, ça peut paraître violent, mais à la fois, c'était une femme que tu avais envie d'écouter parce que. D'accord, elle avait ce charisme. Ouais, un charisme de dingue. D'accord. Et donc j'ai eu le rôle, et puis même, je me rappelle d'un truc. Donc il a changé son histoire de clip et tout. Ben, il m'a fait retourner des images par la suite. Je me rappelle, Ils avaient pris une danseuse. En fait, il m'avait dit, ah non, mais en fait, c'est juste qu'on n'était pas encore sûr, on savait pas trop ce qu'on voulait faire, donc on avait pris une danseuse. On voyait pas, qui était floue. Et ils ont retourné des images avec moi après. Je me rappelle, j'étais à côté de 3 poubelles. Les gros plans, c'est à côté de 3 poubelles. Et c'est moi qui me retourne comme ça, là. Il me faut cet insert. Avec la couronne de fleurs dans La Légende du roi Arthur. C'était une chanson de Florent, je crois, et de Zao, je sais plus. Enfin, dingue. Et donc tu repars sur cette aventure, sur cette comédie musicale qui cartonne aussi. Enfin, c'est assez dingue, quoi. C'est assez dingue. Et grâce au blond platine, quoi. Tu vois, je veux dire, une couleur de cheveux. Et même, truc de dingue, je faisais l'Energy Music Awards, ça faisait genre 3 ans que j'y allais. Personne ne me disait jamais rien. On s'en foutait complètement. Et là, j'étais arrivée avec une robe blanche. J'avais fait pareil, les cheveux très tirés, très blond platine et tout. J'avais David Guetta, il m'a dit, mais vous êtes qui ? Waouh. Comme quoi, tu vois, malgré tout. Je suis pas personne. Je suis une blonde. Je suis de passage. J'ai vu qu'il y avait une soirée. Je me suis dit, faut savoir en plus que ça m'a tué les cheveux, que j'ai fini avec une crête comme ça, là. Parce que du coup, j'étais allée chez trop de coiffeurs différents et que l'autre coiffeur savait pas ce qu'on m'avait fait, machin. Mais une crête, j'ai perdu la moitié de mes cheveux. J'avais fini avec un carré comme ça et 3 poils sur le caillou, quoi. Et bon, mais en tout cas, voilà, ça m'a aidé T'as marqué de ta présence en changeant ton style et en disant, voilà, dingue, quand même. Regardez-moi, je suis là. Non, mais Mylène Farmer aussi, il paraît que c'était ça. Elle est devenue rousse, sa vie a changé. C'est dingue. Des détails. Je fais un petit bond en avant. Enfin, des détails qui marquent quand même. J'ai envie de te parler de Danse avec les stars parce que c'est quand même malgré tout une émission extrêmement populaire qui brasse une audience de fou. Et puis en plus, tu fais un parcours de dingue avec Grégoire Lyonnais, hein, c'est ça ? Exactement. Et tu finis en finale, quoi. Ouais. Tu peux nous reparler de ça ? Déjà, comment on t'aborde ? C'est toi drôle. qui es voilà, dans le spectacle depuis que t'es gamine. Là, du coup, on te propose un show de danse. Ouais. Donc, ça sort un petit peu des sentiers battus et de ce que tu fais depuis le début. Tu peux nous reparler de cette époque ? Alors, je me demande si TF1 n'était pas partenaire de la comédie musicale, et une des deux, en tout cas. Je pense qu'ils m'avaient découverte comme ça, et donc on m'avait proposé Danser avec les stars. Ça faisait 2 années qu'on me le proposait, et pareil, on me disait fais pas, Camille, si t'as envie de faire de l'acting aussi, parce que c'était quelque chose qui était... je dirais pas dans le coin de ma tête, mais je sais pas, on m'avait plusieurs fois conseillé de pas le faire pour des raisons assez snob, je pense. C'était mal vu de la part du... Je sais plus pourquoi on m'avait dit, je sais plus. Franchement, je saurais plus te dire qui, quoi, comment, mais genre en mode, non, peut-être pas, ça va t'empêcher de faire des choses, j'en sais rien. Et cette année-là, en fait, j'en avais marre d'écouter ce que les gens disaient. Et surtout, là, si tu regardes maintenant, des conseils encore super performants. Oui, mais en fait, c'est souvent des conseils un peu snob. Et donc, cette année-là, pareil, je me dis, vas-y, je le fais. Je le fais. Ça fait 2 fois qu'on te demande. Voilà, tu dis, allez, c'est parti. Je me rappelle, même mon agent que je rencontre à cette époque-là, elle me dit, ah bon, d'accord, tu vois, en mode, ouais, je sais pas et tout. C'était la première, tous les soirs, elle votait. Elle était hilarante. Elle me dit, je suis à Donf. Tu vois, alors génial. Tu vois, c'est génial. Donc, c'était fantastique, franchement, comme expérience. C'était très dur. Moi, je me rappelle quand j'ai dit à mes parents que j'allais faire Danser avec les stars, mon père m'a dit, mais t'es sûr ? Waouh. T'es sûr que tu veux... C'est quand même la danse, tu vois. Ah ouais. C'était pas... Parce que lui, il avait le côté, c'est dur. Et tu vas devoir taffer. Non, et puis non, pas forcément... c'était dans le sens où j'ai 2 pieds gauches et 2 mains gauches, moi. Maintenant, tu le sais, tu m'as vu. Ça m'arrive quand même. En boxe, on peut parfois taper des petits fous rires. Tu vois, voilà. On peut taper des petits fous rires. Donc mon père m'a juste dit, mais pourquoi ? Tu vois, c'est très drôle. Tu vois, c'était en mode, bon, ok. Voilà. Et en fait, ça a marqué un tournant parce que j'ai réussi, grâce à Danse avec les stars, à découvrir ce qui m'animait, moi, enfin, mon vrai moi, si tu veux, pas le moi de on t'apprend ça, on te fait faire ci, de ce que te disent tes copains ou tes parents, ou tu vois, c'était vraiment ce qui m'animait intérieurement, moi. T'as appris sur toi. Ouais.
Ok. Complètement. Ok. Et je me suis rendu compte que ce que je préférais faire, c'était peut-être même pas chanter, mais c'était le côté spectacle, le côté personnage. Waouh. Ah, c'est à ce Grosse moment-là que tu as le découverte. déclic. Ah ouais, Parce que complètement. c'est vrai que depuis le départ, c'est le chant qui t'anime. Ouais. Depuis le tout début. Et là, pour le coup, c'est la danse qui fait en sorte que tu te Ah mets ouais. à nu, finalement, Complètement. et que tu te livres encore une fois en spectacle. Et que ça, c'est Ah ouais, dingue, complètement. c'est super. Je me rappelle exactement même du moment. Je faisais une espèce de Marilyn Monroe. C'était quoi la chanson déjà? Je me rappelle même plus. And T'incarnes. my heart belongs to daddy. Da, 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 da. Et c'était un peu Betty Boop. Puis il y avait un côté. J'ai adoré. Côté spectacle et Ouais. incarner un personnage, finalement. Eh ouais. Et Wow. sur une autre danse, Pietra Gala m'avait dit on dirait une actrice qui danse. Je m'étais effondrée en pleurs. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est fou, ça. Parce que je pense aussi, c'est pareil. Quand j'avais eu ça, c'était vraiment pour le coup, l'acting. Je faisais des spectacles, mais j'interprétais tout le temps des personnages dans mon lit. Je m'inventais des scènes. Je jouais la comédie toute seule avant de m'endormir, faut le savoir. C'est encore une belle petite anecdote. Tu Voilà. ne m'as jamais dit ça. Voilà. Ok. Et donc, ça, c'était au-delà de l'inaccessible. Ça, c'était impossible. Ok. Tu vois, c'était. Ça n'arrivera jamais. C'était vraiment un rêve, quoi. Au-delà même, Au-delà au-delà du du rêve, tu vois, vraiment, c'est pas possible. Et quand tu fais Danse avec les stars et que tu as ce super résultat-là aussi, tu te dis que c'est peut-être possible à ce moment-là de... Et ben quand elle me dit ça, je me dis merde. Donc peut-être qu'en fait, ce ressenti que j'avais, que j'aimais ça quand je me faisais mes petits films toute seule le soir, que je me rappelle une fois ma mère qui arrive, faut dormir là. J'étais dans ma tête en train de faire monter quelqu'un dans un, comment on appelle ça, une montgolfière. Super voilà. scénar. Moi, de base, j'étais sur un scénar. T'étais sur un truc. Et tu vois. Ouais. Bon bref, et je m'étais dit, mais en fait, peut-être que c'est ça dans le fond qui t'anime. m'anime vraiment. Ok. Tu vois. Incroyable. Est-ce que du coup, après Danse avec les stars, t'en fais un objectif avec ton agent justement de l'époque, est-ce que tu te dis qu'il y a un truc à faire? Parce que forcément, tu as une grosse exposition médiatique. Est-ce que là, tu te dis, bon, comme tu as ce déclic pendant l'émission, tu te dis après, je pense qu'il faut que je fasse ça? C'était un petit peu là dans ma tête avant. Après, j'ai jamais eu d'objectif en disant je veux faire quelque chose. D'accord. Je te dis, j'y suis toujours un peu allée là où le vent me portait. Okay. Avec le cœur, c'est toujours ce qui m'a animée. Si ça me plaisait, je faisais, tu vois, pourquoi pas, tu vois, sans réfléchir à exactement ça serait bien, ou si je vais arriver là, je vais y arriver. Non, parce que je pense que quand tu as beaucoup d'attentes dans la vie, tu peux être vite déçu. Tu vois ce que je veux dire? Tu te protèges du coup de ça, en te disant oui, je laisse faire la vie. Je pense que d'avoir des objectifs, c'est bien, mais ça peut être frustrant. Ouais, et ça peut te mettre... Les objectifs peuvent aussi te mettre à l'arrêt. Parce que tu peux t'acharner sur quelque chose qui ne te correspond pas, mais tu le sais pas. Après, la ligne est fine, je trouve. Oui, et l'équilibre à trouver est parfois pas évident, parce que malgré tout, et ça on en parle régulièrement dans le sport, sans un objectif, sans une deadline, tu flottes un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, je le comprends dans ta carrière, parce que tu as peut-être voulu te protéger de certaines frustrations, certains refus. Mais pour le coup, tu n'as quand même pas cette petite flamme qui te dit et si je ne deviendrais pas comédienne, moi, après Danse avec les stars? En fait, TF1, à ce moment-là, me propose une toute petite apparition dans une série qui s'appelle Les Bracelets Rouges. Ouais, en 2018. En 2018, c'était vraiment un petit rôle, j'avais quelques jours. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois, Et c'est dingue parce que Nicolas Cuche, le réalisateur de cette série, je ne remercierai jamais assez de m'avoir dit ça. Il m'a dit avec 2 mots, j'ai su que t'étais actrice. C'est un compliment de dingue. Tellement, franchement, il me l'a pas dit tout de suite, ça, tu vois, c'est plus tard qu'il me l'a dit. Parce qu'en fait, suite à ce projet, après il y a eu le Bazar de la Charité aussi, il y a eu des choses, mais Nicolas Cuche m'a proposé un premier rôle dans une comédie qui s'appelle Pour y gâter. Ouais, tu vois, tu fais des rebonds dans tout ce que j'ai noté, c'est génial. Attends, tu brûles les étapes, là, je suis pas bien. Je parle trop. Mais non, c'est génial, mais je préfère ça plutôt que l'inverse, je te garantis. Je reviens quand même sur le Bazar de la Charité et un peu plus tard Les Combattantes, qui sont quand même, franchement, moi, ça fait partie des 2 plus belles productions que j'ai pu voir à la télé de TF1, avec des gros moyens, une lumière, un casting de fou, une belle histoire. Et puis là, on te donne les clés à 2 rôles, respectivement,
qui sont fous. Là, c'est pas du petit rôle. C'était dingue. Je me rappelle avec mon agent, donc Annabelle, ma deuxième maman, ma maman du cinéma. Elle me dit, bon, voilà, TF1 te propose ça. Bon, en plus, c'est ça où TF1, moi, je les aime énormément aussi, parce qu'ils sont très famille. Donc, il y a un côté, voilà, ils m'ont fait confiance. Je les remercie pour ça, parce que c'était pas n'importe. Tu vois, c'était pas un petit rôle en plus, tu vois. J'avais fait 2 trucs. J'avais travaillé donc avec eux sur les bracelets. Ensuite, ça m'avait amené à un autre projet avec un réalisateur qui s'appelle François Vell, qui s'appelait Maman à tort, qui est sur Netflix maintenant, donc c'est trop rigolo. C'est le 2e projet que j'ai fait de ma vie sur France Télé. Et ensuite, il y a eu le bazar, quoi. Et je me rappelle. Extrêmement vite quand mais il y a eu du temps entre France Télé et le bazar quand même. Hein. J'ai attendu quelques mois, mais. En plus, il reculait le projet. Il a mis quelques mois dans une vie. Oui, non, mais tu sais, c'est des mois où tu es là, tu te dis. Oui, non, mais bien sûr. Puis j'avais peur que ça se fasse pas, surtout. Parce qu'on m'avait raconté à quel point ça pouvait, en fait, les projets qui existaient. Oui, les projets et tout, et en fait, ça se fait pas. Oui, bien sûr. Et je me rappelle, je rencontre Alexandre Laurent. Quand même, aujourd'hui, je suis au 3e tournage avec lui. Il me raconte, j'aimerais trop, et qui te raconte ça lui-même, mais en mode, moi, je t'ai vu parce que t'avais fait insister, quoi. Ah, très drôle. Et puis, tu l'as bien fait. Parce que je le vois dire ça. Tellement. Je le vois complètement dire ça, ouais. Et bon, je me suis dit, bon, on a fait les essais, là. Je me suis dit, bon, ok, elle sait pleurer. Ce sera une actrice à 5-6 prises. Bon, bah voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ah, très, très drôle. Et il m'a dit, et premier jour de tournage, on fait la première séquence, je me prends une énorme claque. Waouh. Et ça, c'est pareil, ça m'a trop touchée quand il m'a raconté ça, parce que je me dis... Puis ça arrive souvent, longtemps après, quand t'as un peu plus confiance et que t'essaies de te dire, ouais, mais... En fait, j'ai ma place, je suis pas un imposteur, tu vois. Quand ça vient de réalisateurs d'expérience comme ça, qui ont fait plein de projets par le passé, toi, tu débutes dans le métier, j'imagine que ça te touche en plein cœur. Et puis voilà, on a retravaillé plusieurs fois ensemble, j'adore sa manière de travailler, enfin voilà, et ça a été, pour moi, pareil, ça a été... Bazar de la charité, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ouais, c'est ça. Un peu plus tard, Les Combattantes aussi, où là, ça évolue encore parce que le rôle est dingue. Parce que moi, je me rappelle de la première scène. Alors, si vous ne l'avez pas vu, franchement, n'hésitez pas. Il est encore sur Netflix, je crois d'ailleurs. Complètement. Moi, je te le dis ouvertement. Je trouve que tu crèves l'écran dans ce... non, mais tu crèves l'écran dans ce projet qui est complètement fou. Là encore, un tournage assez incroyable, une époque incroyable, les costumes, l'intensité du rôle. Ça aussi, j'imagine que ça a dû te faire évoluer en tant que comédienne de fou. C'était génial. Puis j'avais de la chance, j'avais cette chance d'à chaque fois endosser des rôles différents. Ouais. Donc le bazar de la charité, franchement, déjà, expérience extraordinaire. Encore un merci à la prod aussi, à TF1, Alex de m'a fait confiance, parce que c'était vraiment déjà dingue. Les combattantes, encore plus fou. Il y a pas j'ai pas de mots pour décrire, tu vois. Encore une fois, j'ai eu tellement de chance. Disons que tout a été très vite aussi, parce que là, on parle de projets là sur les quelques dernières années, tu vois. C'est pas, tout a été très condensé. Puis en plus, c'est déjà, il y a TF1, donc TF1, c'est une force de frappe énorme, et il y avait Netflix Monde derrière qui nous donne à nous, du coup, la possibilité d'avoir une exposition mondiale, tu vois. Donc c'est pas rien. C'est ce qui t'arrive aussi avec Pourri gâté, si on parle un petit peu de cinéma. Ça fait un carton international sur Netflix. Donc et ça sortira en France en plus bientôt sur Netflix, donc c'est rigolo. Génial. Donc là aussi, il y a on parle de séries télé, de plateformes, mais tu es aussi très intéressé finalement par le cinéma et par le fait de vouloir défendre des rôles. Tu estimes que ces projets-là développent un peu plus d'ambition, du coup, chez toi, l'envie de faire plus ? T'as toujours... En fait, j'ai envie de faire déjà des choses toujours différentes. Ouais. Donc, j'ai pas envie de retourner à des tournages que j'ai déjà fait ou des rôles que j'ai déjà tournés. Ou, tu vois, je me dis, quitte à faire ça, autant le faire en apportant chaque fois quelque chose de nouveau. Ouais, Voir aussi, moi, du coup, pareil, dans le côté compétition avec moi-même, me prouver que je peux faire. Bien sûr. Il y a quelque chose et puis faire confiance à ce... Tu vois, les gens me disent... je reprends Nicolas Cuche qui me dit, voilà, 2 mots, j'ai su que tu étais actrice, aujourd'hui je te propose un premier rôle au cinéma, donc Pourri gâté, d'une peste et tout. Je lui dis, mais méchanceté gratuite dans le truc et tout. Je dis, mais je n'y arrivais pas, j'avais un blocage terrible. Aux antipodes de ta personnalité. Et du coup, j'ai dit, mais à quel moment tu penses que je vais réussir à faire ça ? Je n'y arrivais pas. Et il me disait, mais je sais que tu sauras le faire.
je sais que tu vas y arriver, je le sais. J'ai pris une coach et tout, j'ai fait presque un travail un peu plus psychologique. Une super coach qui s'appelle Ariane Schrack, qui est génialissime et qui m'a fait, je sais pas, qui m'a une manière d'approche une approche du personnage. Elle m'a tout débloqué. Ça, c'est C'était intéressant incroyable. de parler aussi de comment tu prépares Ouais. un rôle. Donc là, tu prends ce coach-là, ça dure combien de temps ce coaching? Je sais plus combien de coaching j'ai fait, mais j'ai fait quelques semaines, tu vois, Ouais. enfin une fois par semaine, hein, tu vois, histoire d'avoir faut le temps. Moi, je pense que c'est comme tu dis, le repos dans le sport, il est important, laisser les choses infuser, et Bien sûr. être assimilé, tu vois, c'est la même chose hein, dans toute préparation au final. Mais pour celui-ci, ça m'avait pris plus de temps parce qu'il était vraiment à l'opposé de moi. Mais il fallait que je trouve, moi, j'ai besoin de trouver des points communs avec mes personnages ou de justifier ou de comprendre pourquoi ils sont comme ci ou comme ça. C'est C'est vraiment. intéressant parce qu'il y a peut-être certains comédiens qui ont justement envie de ne voir aucun point commun avec les Ah, mais personnages c'est fort probable. qui représentent à la télé ou au cinéma. Toi, de ton côté, tu as envie d'avoir cette espèce d'accroche émotionnelle avec le personnage que tu défends? En fait, j'ai besoin de vivre le personnage. Ok. Je peux pas jouer, je peux pas, je sais pas comment expliquer, j'ai besoin de ressentir et d'être le personnage. D'accord. C'est quelque chose qui me... Sinon, j'ai l'impression de mal le faire, quoi. Et parfois, je suis ultra frustrée parce que tu n'y arrives pas tout le temps. C'est impossible, tu vois, surtout quand là, j'ai un tournage actuel avec 80 jours de tournage et tu peux pas tout le temps. C'est pas possible. Mais d'ailleurs, il y a deux techniques différentes, enfin, plusieurs techniques dans le théâtre. J'ai pas de formation, donc je sais même pas vraiment, tu vois, mais je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la technique et d'autres qui vont être dans le ressenti. Il y a des gens qui vont faire semblant de pleurer. Il y en a d'autres qui vont pleurer. Tu vois, le résultat sera le Bien même. sûr, bien sûr. Ce qui est important, c'est de toi de trouver ta propre patte et ta propre manière de faire pour être à l'aise et pouvoir défendre le rôle que tu as à défendre. C'est ça? Après, moi, je suis plus. Je sais que je vais être plus. Comment dire happée par des personnes qui vont être dans le ressenti, qui vont vraiment revivre les émotions. D'accord. Voilà. Super. Et puis, un autre film qui est assez récent aussi, qui a cartonné, c'est Chasse gardée. Une comédie qui je dis pas qu'elle a surpris tout le monde, mais je me rappelle quand on en a parlé aussi, et tu me disais, mais c'est fou, quoi, parce que ça a touché un public et ça a cartonné. C'est encore une fois un autre personnage, une autre histoire, une autre comédie. Ouais, c'était je me rappelle. En plus, ça me rappelle un peu ma vie à la campagne et tout sur ce film. Donc, c'était vraiment. J'avais tellement ri à la lecture. Et puis là, un truc de dingue, quoi. Tu te retrouves à tourner avec Didier Bourdon et Thierry Lhermitte. Tu te dis, mais c'est pareil. Mais oui. J'étais face à Thierry Lhermitte qui me parle de ses chevaux. Et je me dis, mais waouh! Ouais, t'étais face à deux monstres de la comédie en France depuis tant d'années, quoi. C'est dingue. Didier Bourdon, enfin, bon. La base. Voilà, Patulacci. Bien sûr. Non, mais c'était juste. Et puis Didier, on avait beaucoup de scènes ensemble et j'ai découvert. Enfin, c'est quelqu'un que j'aime énormément et avec qui j'ai gardé contact. Et il est inspirant aussi, Didier, tu vois. Bien sûr. Enfin bon, j'aime beaucoup cet homme. Donc, tournage de dingue, ambiance. Plus techniquement, c'était logistiquement très difficile. On a eu pas mal de problèmes de pluie, de raccords pluie. Il fallait qu'on attende parfois. Ça s'est tourné où? À Compiègne. Donc voilà, on n'était pas au soleil. Ouais. Mais par contre, ambiance entre nous acteurs, il y avait Hakim Gemili. Pourtant, on s'est dit tous les ans, on s'est dit sur le papier, on n'est pas fait pour s'entendre. Hein. On avait on avait rigolé. On avait tellement rigolé de ça parce qu'on ne se quittait plus. On était tout le temps ensemble sur le tournage. J'adore ce gars et ça a été pareil, une découverte humaine. Ce tournage, c'était que ça. Ouais, ambiance géniale. J'imagine à quel point ça doit être important aussi parce que tu pars loin de chez toi, loin de tes proches. C'est super important de t'entendre avec tes partenaires de jeu, avec les équipes, parce que c'est des tournages. Ce tournage-là, en l'occurrence, a duré combien de temps? Celui-là, il a fait 1 mois et demi ou 2, je crois. D'accord. Mais quand même. Non, c'est sûr. Puis t'es dans ce microcosme où tu te vois du matin au soir. C'est ça. Donc, t'as intérêt à bien. Mais après, tu peux pas t'entendre avec tout le monde non plus. Hein, mais là, j'avoue. Et puis, ça se ressent dans le film. C'est ça qui fait la magie du film. Magnifique. On passe au I de incertitude. Voilà. Et là, je me frotte les mains. Je me frottasse les mains. Puisque c'est un paragraphe que j'adore. Alors, je l'explique très souvent dans ce podcast. C'est que moi, je suis toujours très intéressé par le processus. Et je suis plus intéressé par toutes les étapes et potentiellement les galères qui mènent au succès que le succès en tant que tel. Tu vois, dans le sport, dans l'art. Moi, c'est ces passages-là de remise en question, de doute, de questionnement sur soi, sur la vie, sur peu importe, qui me fascinent. Parce que c'est l'effet rebond. Tu vois, voir que malgré tout ce dont on passe, ce par quoi on passe, on arrive quand même à
avoir ce succès-là et à grandir en tant qu'être humain. Mais pour commencer, j'aime toujours attaquer avec un petit questionnaire. Ok. Pour savoir aussi si par rapport à tes réponses, tu es incertaine ou tu es plutôt directe. Ce questionnaire aujourd'hui, c'est un oui ou non. Je vais te mettre des situations. Tu vas me dire simplement la réponse, c'est oui ou non. Ok. On a 40 secondes pour nous mettre dans la vibe. Je te mets un petit chronomètre de 40 secondes dans les oreilles. Ok. Et tu me regardes avec des grands yeux. Je déteste. Ouais, c'est super, justement. Je savais. Alors, ça peut être totalement en rapport avec ton métier ou alors pas du tout. D'accord. Des trucs rien à voir. Je suis parti en cacahuète. Ok. Ok. Tu veux inspirer un petit coup pour te mettre dans la vibe? C'était une inspiration, ça? Ouais, j'en ai fait 2-3. Ça m'a fait flipper. On y va. Pourrais-tu te passer de manger des pâtes pendant une semaine? Non. Crois-tu à la vie après la mort? Oui. Est-ce que tu rêves de gagner un César un jour? Non. Tu aimerais pouvoir voyager dans le temps? Non. As-tu déjà regretté un rôle que tu as joué? Non. As-tu déjà menti pour éviter une situation gênante? Non. Enfin, je crois pas. T'as déjà pensé à tout arrêter? Ouais. T'es accro aux réseaux sociaux? Ouais. Tu pourrais t'en passer pendant une semaine? Oui. Tu penses que le cinéma pourra redevenir aussi puissant que les plateformes? Oui. T'es jalouse? Non. Oh! Bah, franchement, il reste plus qu'une question. Ah, putain, c'est Franchement, pas mal. Hein. Enfin, je dis, je suis jalouse, ça dépend. En fait, parce que pour moi, c'était dans le métier. Ah, Peut-être ok. en couple, ça dépend. Tu vois, c'était pas assez précis, cette question. Oui, de toute façon, c'est forcément de ma faute. Je te pose la dernière quand même. Ouais, vas-y. Tu penses qu'une comédienne, ça a une date de péremption? Non. Ok, C'est que dans la tête, la péremption. ok, on est d'accord. Bah, c'est pas mal, attends, franchement, c'est plutôt charmé. Hein. Donc, tu peux absolument pas t'empêcher de manger des pâtes pendant une semaine. Jamais. Ah, moi, j'étais Meuf. 5 ans avec un Italien, c'est pas possible. Mais je te promets, moi, je crois que j'ai jamais connu quelqu'un autant addict aux pâtes que Que toi. moi? Ah Non, ouais, bien sûr. ouais, non, c'est la C'est-à-dire vie. quand il a fallu faire ta prépa et revoir un petit peu l'équilibrage alimentaire, tu m'as dit, je te préviens, il y a un truc il faut que je mange des pâtes tous les jours. C'est-à-dire que si ça doit être le matin au petit-déj, je les Non, mange. Si, je te promets, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Donc voilà, effectivement, là, on est vraiment sincère. Non, la oui, mais meuf- j'ai réussi à faire un repas sur 2 sans glucides, sans pâtes, riz, machin. Je faisais un repas sur 2 quand même, un sans. repas sur 2, bah oui, mais donc on met à 3 à 4 repas par jour quand on en prépare. Ouais, j'ai que- pas fait les 3-4 par Ouais, jour, tu mais sais. je sais, il y a une phase, mais on en parlera. On va Ouais. en parler. Ok, César, tu t'en fous. Les En fait, après, récompenses. je dis pas que je serais pas contente d'en avoir un. Je serais pas. Forcément, t'as un moment Oui. de fierté. Puis j'adorerais. C'est des films en plus que. Tu vois, moi, j'ai vu Le règne animal dernièrement. Mhm. Romain Duris, il est extraordinaire dedans. Mhm. Enfin, tout le casting d'ailleurs. Le jeune D'accord. aussi. Et Paul, il s'appelle, je crois. Extraordinaire. Ils ont eu pas mal de prix et tout. Donc, tu vois, déjà rien que de faire partie d'un film comme ça me ferait kiffer. Et d'avoir un César, évidemment, tu peux pas dire que ça te ferait pas plaisir, Oui. mais c'est pas un Mais c'est objectif. pas genre en un soi. goal, quoi. Ok. Bah non, parce que. Ok. Ouais, non. T'aimerais pas voyager dans le temps? Non. T'es bien où t'es? Tu aimes le présent? T'as pas envie d'en Mais savoir c'est parce plus que sur je le pense futur? que comment dire, il faut le secret du bonheur, c'est de s'ancrer dans le moment présent et d'arrêter de trop réfléchir. Ouais, Ce qui est ouais. un vraiment combat pour moi. Donc si j'avais cette possibilité, ce Ok. serait une catastrophe. D'accord. Je serais plus jamais ici. Ok, donc tu préfères te dire, j'y pense même pas, je veux surtout pas avoir ouais. ce pouvoir-là. Ah non, ok. non, non. Ouais, ça a du sens. T'es vraiment accro au réseau. Ouais. Enfin, Accro. j'essaye là du coup de réduire. C'est souvent quand j'ai l'impression d'être bloqué quelque part et que je peux rien faire d'autre, ben je le fais. Tu Alors, vois? là, c'est intéressant parce que je trouve qu'avec cette petite chose qui est notre troisième main, qu'on appelle un téléphone portable, on a oublié comment s'ennuyer, en fait. Ouais. C'est vrai ou C'est pas? marrant. On a eu cette discussion Ouais. avec ma mère il y a pas longtemps. On ne sait plus s'ennuyer. Tu vois, dès qu'on a 3 minutes... Et même en regardant un film qui est pas forcément assez bien. En chiotte, hein, soyons clairs. Tout le temps, Voilà, tout le t'es sur ton phone constamment. C'est Donc vrai. toi, mais par contre, tu serais capable de t'en passer pendant une semaine. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, mais une seule fois. Et dans une période, la période où on s'est rencontrés d'ailleurs. D'accord. Où d'un seul coup, ça devenait un outil à mon mal-être. Ah, waouh. Vraiment, où je me Ok. disais, mais je m'infligeais. Mais parfois, là, j'ai aussi cette sensation, ça devient. Il alimente mon mal-être. Parce que c'est des éternelles comparaisons, c'est ça que tu veux dire? Bah, déjà, c'est du flux en continu sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ouais. Des choses sur lesquelles je ne peux absolument pas agir et qui ça me tue. Moi, Ouais. ça me tue. Donc, tous D'accord. les gens qui disent aujourd'hui, ouais, mais ou t'en parles pas ou machin, mais en fait, parce que ça me tue et que je ne peux rien faire. Ouais. Donc, c'est l'impuissance chez moi, c'est quelque chose de très Mmh. difficile à gérer. Ok.
Et parfois aussi, rien que des vidéos, même sur des animaux en souffrance, et sur la souffrance animale aussi, moi, je sais pas pourquoi, ça me heurte. Je dirais pas plus parce que tout est terrible, mais il y a quelque chose avec l'animal qui me fait du mal parce que c'est un être sans défense. Donc et du ça- coup, je me dis comment tu peux espérer ne pas faire de mal à d'autres êtres humains quand tu es capable de faire du mal à des animaux sans défense. Ouais, ça a du sens. Donc Après, c'est le côté je suis pas anxiogène. végétarienne, donc Ouais. bon, mais Oui, si ça- je devais tuer enfin, les animaux que je mange, je serais végétarienne. Ouais, non, mais ça, C'est un peu hypocrite. Mais... c'est pas forcément hypocrite, ça, c'est ce que les gens vont dire derrière des commentaires, tu vois, sortis de leur contexte. Moi, je pense que c'est simplement un état d'esprit, une façon de penser. Je suis un peu comme toi. Moi, ça en choquera peut-être certains et je m'en fous. Je ne regarde plus les news depuis 3 ou 4 ans. J'arrive plus. C'est-à-dire que je pense que ça fait littéralement 2 ou 3 ans que je n'ai pas regardé le journal. Ouais. Parce que c'est ce côté-là dont tu parles. D'impuissance. Se dire, Non, mais toi aussi, voilà. tu dois être. L'impuissance, ça doit te. C'est insupportable pour moi, donc je peux le concevoir. Et c'est pour ça que malgré tout, je trouve ça très important de faire des breaks, tu vois, des réseaux. Ouais, non, de mais. se reconnecter à des choses simples. Moi, en tout cas, à mon niveau, je ne suis pas parfait à ce niveau-là, mais je sais que plusieurs fois dans l'année, quand tu pars en vacances, que tu es avec tes proches, un week-end, 3-4 jours, les fêtes de Noël ou peu importe, il n'y a pas de téléphone, quoi. Ouais. Tu vois, je coupe ça, j'avoue, je complètement. sais pas faire. Mais ça viendra. Faudrait que je le fasse. Tu penses que le cinéma, il va revenir en force par rapport aux plateformes? Parce que, soyons clairs, ça a pris une claque. Hein. Ah bah, mais même littéralement. autant la plateforme, le cinéma que la télé aussi a C'est pris ça, une claque c'est ça, avec c'est les ça. plateformes. Ça a un peu déséquilibré tout, mais c'est juste, moi, je pense que tout est une question d'équilibre et que chacun doit retrouver sa place. C'est des cycles aussi, peut-être? Ouais, et voilà, faut juste se réinventer à chaque fois, mais c'est des cycles de la vie, quoi. Enfin, c'est... Bien sûr. Non, ça m'étonnerait pas que le cinéma revienne très fort. Ok. Ben, Enfin, je pense qu'il peut, en tout cas. J'espère aussi, parce que c'est une bonne soirée ciné, ça Ouais, c'est vrai. quand même magique. On revient sur une période un peu difficile, Ouais. où on s'est rencontrés. Ouais. Et c'est pour ça que je l'utilise dans l'incertitude, parce que, je sais pas, mais c'est vrai que très souvent, dans mon métier, en tout cas, on me sollicite quand on passe des périodes pas trop faciles. Tu vois. Et c'est vrai, toi, tu sais que tu as un don pour remettre les gens sur le bon chemin, quoi. Mais vraiment. Je sais pas si Ça a souvent été là dans les moments de ma vie ultra difficiles. Hein. Ouais, c'est vrai quand j'y pense. Franchement, hein. Enfin, vrai. difficile. Enfin, tout est relatif, mais à Charnière. des moments charnières, voilà, Charnière. de doute et de choix à faire. Ouais. Je me permets d'en parler parce que c'est toi qui l'as mentionné tout à l'heure et je t'avoue même pas mentionné dans les notes, mais je te rencontre dans un moment un peu compliqué au niveau émotionnel, Ouais. sentimental. Une rupture. Une rupture qui te casse aussi, qui te casse au niveau de ta confiance en toi, physiquement, terrible. mentalement. Dans une période où, en contrepartie, aussi au niveau du boulot, il se passe plein de choses. Donc, c'est aussi le paradoxe entre il faut que je sois performante pour pouvoir continuer à évoluer professionnellement, mais en même temps, je me sens pas bien dans ma peau. Ah ouais, Tu nous reparles de cette période-là en 2 mots, hein. Eh bien, écoute, une rupture assez violente, très radicale après 5 ans de relation. Je ne savais pas ce que c'était que d'avoir le cœur brisé. On en avait parlé beaucoup, tu vois, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc, rupture et du jour au lendemain, plus de nouvelles, disparition totale, comme si je n'avais jamais existé dans la vie de ce garçon. Et là, la violence du truc, c'est-à-dire que j'étais arrivée à un point où je n'arrivais plus à manger. Donc, je veux te dire. Ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés. Hein. Ouais, mais c'est fou. Alors, je sais pas si c'est ça qu'on appelle l'anorexie, mais peut-être, en fait, au final. Et je suis descendue à un poids, mais même les gens me le disaient, mais moi, je le voyais pas. C'est une fois en montant sur une balance avec mes parents qui me voyaient dépérir un peu, tu vois. Et je ne sais pas, mais c'est dingue ce qu'on peut s'infliger. Je ne sais pas pourquoi. La première chose qu'on coupe quand on rentre dans une phase de dépression, parce qu'il faut l'appeler, hein, ça a un mot, et que je trouve qu'il ne doit pas être tabou, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que tout ce qui nous fait... Mais il y en a qui vont manger plus en période de dépression. Oui, et alors ça, c'est encore d'autres symptômes, entre guillemets, si je pourrais les appeler comme ça. Mais en l'occurrence, te concernant, ça te coupe la faim. Et... Je pouvais plus manger, je n'arrivais plus à manger. C'était terrible, quoi. Je ne réussissais plus à le faire. C'est-à-dire que je me forçais pour avaler même une tomate, tu vois. C'était vraiment... C'est une période vraiment atroce. J'arrivais pas à comprendre pourquoi je me mettais dans un tel état. Mais en même temps, parce que je ne réussissais pas à comprendre ce qu'on me reprochait vraiment. Oui, voilà. Il y avait tout un... Pour moi, il y avait forcément en plus une explication. J'avais pas conscience que c'était pas un échec. Je vivais ça comme un échec. Ouais. Comme si j'avais pas réussi à
Enfin, je sais pas. C'est vraiment, j'arrive pas vraiment à mettre les termes C'était dessus. la première rupture comme ça, sentimentale, aussi importante que tu vivais. D'accord. Ouais, vraiment. Puis voilà, et après, il n'y a pas de bonne manière de se séparer, je pense. Mais Non, évidemment, ouais. voilà, et donc là, perte de poids dès l'extrême. Et puis, je commençais à faire beaucoup de sport, parce que c'était quelqu'un qui aimait le sport. Donc, je pense qu'inconsciemment, je voulais, tu vois, essayer de montrer que je pouvais le faire. Tu vois, je ne sais pas. Et du coup, je maigrissais, mais je mangeais pas, je faisais trop de sport. Donc... Ouais, t'avais perdu toute notion d'équilibre du rapport sain avec ton corps et avec ta pratique sportive. Complètement. Ouais. Et puis après, ma pratique sportive, jusqu'à maintenant, elle avait été vraiment en dents de scie. Tu vois, j'avais des périodes où j'étais à fond, et puis d'autres périodes où je faisais rien. Ça durait jamais plus de 2 mois, tu vois. Ouais, c'est vrai, tu me disais C'était ça, c'était vraiment un peu irrégulier. Ouais. complètement irrégulier. Et donc, suite à ça, après, j'ai des amis que j'aime énormément qui m'ont soutenu dans cette période et qui m'ont fait oublier qui m'ont rappelé que la vie était belle. Tu vois, vraiment. Il faut être entouré de personnes qui t'aiment à ce moment-là. C'est très difficile sinon. Ouais, donc, et c'est comme ça que je t'ai rencontré. C'est via ces amis en commun que nous avons qu'on s'est rencontrés. C'est vrai. Et tu vois, c'est pour ça que cette période, pour moi, elle a été à la fois ultra difficile. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de filles qui m'écrivaient, c'était dingue, en disant, mais je traverse la même chose que toi, t'inquiète, genre ça va aller. Je me rends compte à quel point ça, vraiment, je pense que les ruptures mettent à l'arrêt beaucoup de personnes. Ouais. Ça brise beaucoup de personnes. Bien sûr. Mais parce que la confiance en soi, en fait, c'est une base essentielle. Bah surtout une rupture brutale comme la tienne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est un consentement mutuel auquel tu te prépares, etc. Mais quand c'est aussi brutal que ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas avec moi, quoi? Mais ça, c'était le post-Covid en plus. Je pense ça a été une phase de rupture dans la tête de beaucoup de gens. Ouais. Mais je veux dire, même au-delà rupture sentimentale, je veux dire, avec soi-même. Beaucoup de gens se sont remis en question, se sont dit, mais en fait, qu'est-ce que je veux dans la vie? Donc, et d'ailleurs, je leur remercie d'être partis, parce que je pense qu'au final, tout le monde n'est pas fait pour être ensemble. Non. Tu vois, vraiment, ça, c'est un fait. Mais ça ne veut pas non plus dire que tu fais pas de compromis dans un couple et t'essaies pas de mettre de l'eau dans ton vin. Tu dois apprendre, je pense, à trouver l'équilibre. Bien sûr. Et du coup, là, tu rentres évidemment dans cette période d'incertitude et de remise en question personnelle. À quoi tu te raccroches? Là, tu me parles déjà des amis, évidemment. Les amis, encore une fois, j'essaie de trouver le positif, mais j'ai eu une phase vraiment très, très down, où je n'arrivais plus. C'est pour ça que je me suis coupée des réseaux aussi, parce que j'avais toujours cherché des choses, voir s'ils postaient des trucs, des machins, et puis toutes les histoires, des gens qui postaient des histoires d'amour, tout ça. Je me disais, mon Dieu, mais c'était un enfer. Ça me rappelait que ce qui allait pas, tu vois. Ouais. Et je me suis coupée pendant 1 semaine et ça m'a fait un bien fou. Bien sûr. Et puis après, tu vois, vraiment les amis, quoi. Le boulot aussi, peut-être? Des projets qui t'ont aidé un peu à... En fait, j'ai eu une soif de vivre après et d'apprendre qui était extrême. J'avais jamais vraiment aussi eu de moments de seul avec moi, tu vois. Ouais. Et c'est dingue parce que c'est le moment où j'ai pris du plaisir à être seule avec moi. C'est hyper important. Que j'ai rencontré quelqu'un et je me disais même, mais non, putain, pas maintenant. Mais non, mais là, je suis prête à être toute seule, là, je suis bien, donc en fait, il faut que je continue. Et puis, c'est à ce moment-là que ça tombe, c'est dingue. Bien sûr, bah, c'est jamais quand on s'y attend vraiment. Ouais, ça c'est clair, ou quand on cherche surtout. Voilà, et on considère peut-être après une rupture comme ça que c'est jamais le bon timing aussi, mais bon, ça fait partie de la vie, comme tu dis. Est-ce que dans ta carrière, tu as aussi eu des moments un petit peu de doute, de remise en question comme ça, entre certains projets, alors même si ça a été très vite, mais toujours. Je me permets de le dire parce qu'on se connaît personnellement. Tu te remets tout le temps en question. Tout le temps. Malgré les choses extraordinaires que tu as déjà accomplies dans ta carrière, tu vois. C'est vrai que tu mets l'accent à chaque fois sur le facteur chance, etc. Oui, beaucoup. Voilà. Mais parce qu'il y en a aussi, il faut l'admettre. Non, mais bien sûr. Non, mais on est d'accord. Mais malgré le fait que tu arrives à accomplir des choses, qu'on te fasse confiance sur des gros projets, qu'on te donne des rôles hyper intéressants à défendre, tu es une éternelle insatisfaite? C'est pas le fait d'être insatisfait, c'est pas ça. Je dirais pas ça, c'est plus parce que je suis ultra satisfaite. Tu sais, tu m'as dit, est-ce que tu as déjà regretté d'avoir fait? J'ai pas de regrets. Ok. Donc ça n'a rien à voir avec la satisfaction. Pas du tout, c'est vraiment juste un rapport à toi et ton ressenti sur... Oui, de toujours... En fait, c'est plus... Déjà, je veux heurter jamais personne. Enfin, j'essaie tout le temps de me dire, c'est pareil, quand il y a un problème, je me dis pas juste, c'est de ta faute. Je me dis, bon, qu'est-ce qui fait, en tout cas de mon côté, enfin voilà, comment on est arrivé à cela? C'est-à-dire, ok,
quels sont tes torts et quels sont mes torts. Pour moi, il n'y a pas juste, c'est jamais la faute d'une seule personne. En plus de ça, je suis d'accord avec toi. je pense qu'on est totalement responsable de ce qu'on ressent. Personne nous impose une émotion. Personne ne nous impose une émotion. On est responsable de ça. On s'inflige une émotion négative. Souvent, mais par des attentes, etc. Peu et puis en importe fonction de notre état d'esprit aussi, on est plus ou moins sensible aux énergies des autres, ce qui se pose sur nous, etc. Oui, ça oui aussi. Donc, si on est dans une période où c'est un peu plus compliqué, on est beaucoup plus fragile aussi de ça. Tu vois non, mais ça c'est sûr. Après, on choisit. C'est parfois aussi, moi, je me suis rendu compte que comment dire, il y a des émotions que je pensais être les miennes. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la personne en face de moi qui avait cette émotion et que du coup, m'incluait dans cette émotion-là avec. Ça déteignait sur toi. C'est ça. Alors que je suis pas du tout comme ça. C'est vraiment, c'est assez dingue. Mais c'est dur aussi de faire la différence. Mais quand même, je pars du principe qu'on choisit. Ça, c'est un livre que j'adore lire, qui s'appelle Quand la conscience s'éveille. Qui m'a appris ça. Je me suis dit, c'est vrai qu'on est responsable de l'émotion qu'on s'inflige. Je veux dire que c'est quand j'ai eu la rupture, je me suis infligée toute seule, de plus manger, bien sûr. d'être ce mal-être. Et puis, ça, on a tendance à. Et puis, on voit aussi que vraiment les émotions, les négatives et les positives, alors que c'est pas si simple. Non, je suis d'accord avec toi. Ce serait trop simple presque de se dire aujourd'hui ça va ou ça va pas. Mais en fait, on assimile le bonheur au rire et au sourire et ça va super, mais le bonheur c'est pas ça. Le bonheur c'est tout, c'est ça le bonheur. Mais malgré c'est marrant tout ce que tu dis parce que malgré t'as pleine conscience de tout ça. Tu vois, tu travailles sur toi, tu lis des bouquins, tu essaies de t'ouvrir. Moi, je le dis clairement, il y a quand même des moments sur des tournages ou quoi que ce soit, alors que des scènes déchirent, les résultats sont magnifiques à l'écran, où tu me dis je me suis trouvé nul. Ah ben ouais, mais ça c'est tout le temps. Mais c'est dur ça. Non mais c'est tout le temps. Mais c'est quand même. Mais vraiment, à chaque fois je me dis. Et pourtant, je me sens un peu plus légitime qu'avant d'être là où je suis. Donc vraiment, j'ai fait un travail sur ça. Je me sens plus forcément. Je me dis pas quelle imposture, tu vois. Non, mais parfois, je me dis, putain, Camille, tu dois être à la hauteur de ce qu'on t'offre, quoi. Donc, merde. Mais même si, là, je prends un exemple tout bête, celui que tu as envie de séduire sur un plateau, c'est ton réalisateur. On est d'accord, quand même, majoritairement. Au-delà du public. C'est aussi pouvoir être en harmonie avec ce que le réalisateur te demande, ce qu'il voit derrière ses combos. Même quand lui te dit, c'est génial ce que tu as fait, tu peux en douter quand même. Je vais comprendre que c'est génial pour lui. Ah, ok. Tu vois, je vais me dire, ok, bon, c'est génial pour lui, mais j'aurais pas atteint ce que je sais que je peux atteindre. Et du coup, par respect, moi, c'est plus par respect pour les gens et pour la chance que j'ai d'être dans ce métier, de me dire, mais Camille, tu aurais dû faire plus. Mais alors, tu vois, ça, c'est marrant, parce que c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais un rapport avec l'insatisfaction. Pour moi, la ligne est fine entre le manque de confiance en soi et la satisfaction. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que tu es une éternelle satisfaite ? Quand est-ce que tu te satisfais de quelque chose que tu as fait alors ? C'est ça la question. Parce que de ce que tu me dis, c'est que finalement, tu es. Mais tu sais, quand je me satisfais, moi, c'est quand je vois les gens face à leurs écrans qui, tu vois, moi, quand je vois mes parents, par exemple, qui viennent souvent avec moi et que je les vois rire, ou que j'entends mes nièces qui rigolent dans la salle parce qu'elles sont mortes de rire devant Chasse gardée. Tu vois, c'est tout ça, ou quand les gens viennent me dire. Le résultat. Ouais, moi, une fois, j'ai une autiste qui m'a dit, grâce à vous, je comprends certaines émotions que moi-même, je ne suis pas apte à comprendre. Et je me suis. Ouais. Elle m'a dit, je sais plus c'est quoi le nom, les noms, je sais pas quoi. Oh, je sais plus c'est quoi le terme, genre de gens non-autistes, quoi. Je comprends, grâce à toi, certains non-autistes, quoi. Tu vois, il y a un truc de. T'as réussi à me faire passer des émotions que je comprends même pas, moi. Voilà, là, tu kiffes quand t'as un impact. C'est ça. Ouais, quand je me dis, en fait, je me dis, c'est pareil, je parle beaucoup. Je vais pas retenir mes émotions, je vais dire tout ce que je ressens parce que je me dis ça pourrait aider quelqu'un, tu sais pas. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi. Ouais. C'est ça qui m'intéresse dans ces podcasts, c'est se livrer et d'être complètement transparent parce que je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute et qui ressent les mêmes choses. C'est ça. Mais c'est difficile quand même parce que si tu me dis que tu te satisfais une fois que tu vois des gens rire suite à un film ou les réactions des gens face à leurs écrans, c'est-à-dire que pendant tout le processus, tu es en éternelle remise en question. Ouais. Mais c'est super long sur des tournages de séries qui peuvent durer 4-5 mois. Après, ma remise en question va se faire constamment. Donc, même si. Dans ta vie perso aussi, oui, dans ton couple. Tu vois, est-ce que je fais bien ça ? Est-ce que je fais bien ci ? Parfois, je lâche prise complètement quand je suis dans une routine.
voilà, c'est pour ça que la routine pour moi est super agréable et que j'adore ça. Il y a des gens qui détestent la routine, mais moi je l'aime parce que elle me permet de m'ancrer, d'arrêter de me poser des questions. Tout est fluide et tu vois, t'as D'avoir ton des rythme. repères aussi. C'est ça exactement, et notamment dans la préparation sportive et tout, j'avais vraiment mon rythme. Ça que j'ai aimé beaucoup. J'avais du coup à la fois un planning. Je savais que ce que je faisais était utile, en tout cas à ma santé, à mon bien-être mental et physique. Et je sais pas, du coup, c'était ultra satisfaisant cette période et pas trop de remise en question, on se posait pas de questions, enfin, c'était fluide, quoi, tu vois. Là, tu me fais presque une passe pour le R, mais je vais attendre encore un peu. Là, on parle évidemment de tes sensations sur le fait que bah voilà, ces incertitudes, parfois, elles te bouffent un peu, hein, elles te bouffent un peu la vie, etc. Est-ce que tu as une anecdote ou un moment de ta carrière où là, tu t'es dit, il n'y a rien qui va, j'ai envie d'arrêter, je suis pas faite pour ça? Vraiment, un passage précis? Alors, moi, je me suis souvent dit que je suis pas faite pour vivre sans les gens que j'aime. Ça, c'est vraiment... je me dis tout le temps, je pourrais pas faire ça toute ma vie, parce que quand... je suis ultra admirative des gens qui voient peu leur famille, d'ailleurs, et leur conjoint, parce que, bon, bref. Et quand ça fait 1 mois et demi que j'ai pas vu mon homme et que je suis pas dans mon lit, et que je me dis, mais en fait, j'ai l'impression parfois de passer à côté de la vraie vie. Ça, c'est intéressant, parce que tu me l'as déjà dit aussi. Si demain tout s'arrête, c'est pas grave. Ah ouais, non, mais et je te dis, je rebondis et le vent, si ça s'arrête, c'est qu'il faut que ça s'arrête. Ok. Tu vois, Donc, tu as eu peut-être une période de doute sur un moment où... Mais ça, pareil, c'est un peu tout le temps. J'ai des moments, il y a eu vraiment 2 ans où j'ai tourné non-stop et je me suis dit, mais en fait, je peux pas continuer comme ça. Et j'ai déjà dit, en fait, il faut que j'arrête. Ok. Mais souvent, je me reprends et je sors, tu vois, de moi-même, et je me dis, en fait, juste, t'es épuisé. Okay. T'es oui, à la limite du burn-out, tu vois. Ouais. En fait, puis comme notre travail, il est sur la ligne fine de l'émotion, où tu es tout le temps sur le fil rouge, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Donc, je maintiens ce côté hypersensible, hyper empathique, tout le temps à fleur de peau. Donc, ça dépend aussi, évidemment, des tournages. Mais quand j'avais fait une saison d'une série qui parlait du décès du conjoint, je jouais la femme qui avait perdu son mari. Comment te dire, au bout d'un moment, Ouais, genre le personnage prend presque ta place, quoi. Ouais, et puis l'émotion, mais non, mais les émotions, c'est tellement forte qu'elle me, tu vois, elle me... Ouais, ça te fatigue, ça te Ouais, elle me pèse un peu dans... C'est normal. Tu vois, mais tout le monde ne fait pas ça, ne travaille pas de cette manière-là, tu vois. Super. On va passer à réussite, parce que c'est fun, la réussite. Et puis parce que tu me parles aussi de quelque chose qui forcément me touche. Parce qu'on a fait une préparation physique de dingue. Ouais. Et pour un rôle que tu voulais absolument défendre, qui était encore une fois aux antipodes de ce que tu avais pu faire avant. Donc Exactement. On revient un petit peu sur ce que tu me disais, c'est-à-dire interpréter d'autres personnages, te mettre peut-être un peu en danger aussi au niveau artistique. Tu as même refusé certains projets pour pouvoir privilégier celui-là. Ouais. C'est Cat Size, donc exactement, encore un projet TF1 encore une fois aux manettes aussi pour toi sur cette production qui est folle. Ils ont racheté les droits de ce dessin animé absolument génial qui moi a marqué ma génération du Club Dorothée, tu vois. et effectivement, quand ce projet commençait à voir le jour, tu m'as contacté parce que c'est un projet qui est très physique. Pour le coup, on rentre dans le rôle de vraiment d'une action girl. Et là, effectivement, toute la préparation physique, l'aspect non seulement de force physique, mentale et esthétique prenait toute sa place. Parce que les cascades, parce que les scènes de fight, parce que les scènes de course, de saut, etc. Ouais. Et on commence une prépa comme on l'avait jamais fait avant. C'est-à-dire qu'on s'était rencontrés au moment notamment du bazar de la charité et puis de tes problèmes de dos. On avait commencé un petit peu à travailler ensemble aussi avec la boxe parce que tu étais intéressé par ça. Mais là, on se dit, allez, faut mettre les bouchées doubles. Et puis tu me dis, là, j'ai vraiment envie de déchirer ce rôle. Tu nous reparles un petit peu de cette période-là et de cette époque, quand ça commence? Ouais, et ben écoute, en plus je sortais chasse gardée, ça avait été génial comme tournage, mais comment te dire, du coup, les repas tous les soirs, moi je suis une bonne vivante, j'adore manger, bien manger, boire un verre de vin, ça peut me faire super plaisir, enfin tu vois. Ouais. Donc j'avais pris un peu de poids, et notamment, mais ça tu vois aussi, parfois c'est là où je dis, parfois le mental, moi, quand je vais pas bien, enfin pas bien, j'allais bien, mais avec la fatigue, soit tu vas plus manger, soit tu vas trop manger, tu vois, il y a vraiment... de toute façon, quand il y a quelque chose qui déconne, il n'y a plus d'équilibre. Dans un sens ou dans l'autre. Donc, voilà. Donc trop de tournage, émotion, t'es fleur de peau tout le temps. Bon, donc j'avais pas mal mangé à cette époque et j'avais pris pas mal de poids et je m'étais dit, oulala,
ça va pas du tout avec la suite, ça. Il faut faire quelque chose. Ça rentrera peut-être pas dans le lycra. C'est ça, exactement. Bon, pas sûr, c'est pas Michelin le dessin animé, tu vois, donc faut faire quelque chose. Non, j'exagère. Mais même, et puis j'avais ce besoin d'allier ma volonté de bien-être psychologique avec le bien-être de la santé. Je veux dire, c'est autant, enfin, la santé mentale et physique. Ouais. Voilà, il y avait vraiment. Je savais que le sport allait m'aider parce que moi j'ai beaucoup de problèmes aussi pour dormir. Je suis très nerveuse, je suis une fille très très nerveuse. Donc vraiment, c'est venu, je sais pas, c'est venu comme. Je savais pas encore que j'avais ce rôle-là quand je t'ai contactée. Ah waouh, ok. Ah oui, c'est vrai. Non, je t'ai contacté avant, j'étais en Thaïlande avec Romain. Mais bien sûr, t'as raison. Et je m'étais dit, il faut que je me remette au sport. Et puis alors, quand t'es avec un sportif, t'as pas le choix. Ouais. Romain, il me poussait à me remettre au sport. Hein. C'est pour ton bien-être autant mental que physique. Il faut que tu y ailles, il faut que tu fasses. Romain Lollet, que j'ai eu dans cette chaise aussi. C'est amoureux. Qui a été aussi un beau pilier dans ma vie. Hein. Aujourd'hui, j'aimais d'ailleurs parce qu'il m'a amené à ça. Ouais. Quand tu côtoies un sportif de haut niveau, bien sûr, tu te rends compte, bon, après, à quel point ça peut devenir une drogue aussi, hein, tu vois, mais voilà, à quel point c'est surtout son mental, moi, que je le trouve ultra inspirant par cette force, ce mental de dingue. Moi, j'ai toujours été ultra admirative de ça. Parce que quand il te raconte ces histoires de, je sais pas s'il l'a dit, mais qu'il a surfé avec une épine d'oursin enfoncée jusqu'à l'os et qu'il a gagné sa compète en souffrant le martyr parce qu'ils peuvent rien prendre pour la douleur et qu'il s'est fait opérer juste après. Le mec, je me dis, waouh, je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est quoi ça, quoi, tu vois, c'est... Bien sûr. Donc ça t'a tiré vers le haut tout de suite. Tellement, il m'a apporté beaucoup. On est très différents sur beaucoup de points au niveau, comment dire, émotionnel. Voilà, on est vraiment différents, mais par contre, je pense qu'on est assez complémentaires. Bien sûr. Et sur ça, il m'a vraiment tiré vers le haut et il m'a donné une force que j'avais peut-être, dont j'avais pas conscience. Je pense que c'est plus ça, parce que tu me l'as prouvé par la suite que la force et la discipline, tu l'avais justement. Et donc à cette période, je me dis, bon, il faut que je me remette au sport. Lui aussi, il avait envie vraiment de reprendre le sport. Et donc, je commence. Et puis là, je me dis, il faut que... Je savais que j'avais plusieurs mois devant moi. Et je me suis dit, c'est le moment. En fait, là, s'il y a ce temps, il y en a qui auraient paniqué, tu vois. Moi, je me dis, c'est le temps pour faire beaucoup de choses pour toi. Et pour te rééquilibrer. Et puis c'était un moment où tu avais déjà aussi beaucoup souffert d'être loin de chez toi, d'avoir enchaîné les tournages. Là, tu t'es dit, j'ai plusieurs mois où je vais pouvoir m'ancrer et prendre soin de ma personne, quoi. L'ancrage est tellement important. Donc on a commencé ensemble, comme ça. Et j'avais un autre tournage. Je tournais pour Netflix, ça va sortir d'ailleurs. Enfin, c'est déjà sorti, je pense, quand tu le diffuseras. Non, Anthracite. Anthracite. Il y a trop de tournages, c'est pour ça que c'est déjà sorti, vu que... Oui, c'est déjà sorti. Oui. Bien sûr. Oui, voilà. On n'enregistre pas du tout cette émission. On peut le dire, je m'en fous complètement. C'est génial. Donc, je tournais Anthracite et pareil, j'avais vraiment... c'était assez physique au final, celui-ci. Je pense que c'est aussi en faisant ce tournage, je me suis rendu compte que j'étais trop à la masse, quoi. Okay. J'en pouvais plus de monter des escaliers, d'être essoufflée, de me sentir un peu à la ramasse, même en tant que... Tu vois, j'avais cette volonté aussi de pouvoir me balader dans la rue sans flipper et me dire, si j'ai envie de retourner une patate à quelqu'un, je peux le faire. Mais non, mais tu sais, c'est aussi simple que ça, parce que... c'est très drôle. J'adore, parce qu'elle explose de rire en face de moi en me racontant ça. Mais ce qu'on sous-estime énormément, c'est l'intensité des tournages. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce milieu, tellement fatigant. On ne se rend pas compte déjà malgré tout, même si évidemment c'est toute une équipe et c'est le travail de toute une équipe, de la prod au réal, en passant par la moindre personne qui travaille à la régie, etc. C'est bien sûr. Ouais. Mais, et je le disais donc à Constance Labbé, qui est avec toi sur le tournage de Cat Size aussi, et que j'ai eu la chance d'avoir dans cette chaise, le projet, il repose sur vous. C'est-à-dire que quand le public va regarder une série ou un film, il va se concentrer sur les comédiens. Et il ne va pas forcément avoir l'œil ni l'expertise de se dire, il y a toute une équipe derrière. Donc, ce qu'on sous-estime beaucoup, c'est l'intensité, les heures de travail, se lever très tôt, se coucher très tard, enchaîner l'apprentissage des textes, et puis toujours être vraiment au top par rapport au raccord qu'on a fait. Il y a des fois, on ne peut pas se permettre, tu vois. Donc, c'est vrai que l'aspect physique, moi, c'est ce qui m'a toujours intéressé dans ce milieu-là, parce que ça se rapproche, je trouve, d'une autre manière du sport de haut niveau. C'est prendre soin de sa santé, son corps, son mental, pour pouvoir aussi durer et tenir. Le mental est tellement important. Franchement, ça, j'en avais pas conscience aussi. Donc là, tu te rends compte de ça sur ce tournage-là, et puis tu te dis, il faut que je mette les bouchées doubles. Ouais, mais c'est... Puis comme tu l'as dit, il faut tenir, en fait. C'est un marathon, un peu. Ouais, c'est donc, ça.
Je peux pas. J'ai vraiment cette envie de me sentir bien dans mon corps, dans ma tête, pour pouvoir tenir plus facilement le rythme et avoir le mental d'un compétiteur, quoi, à la Romain Lollet. Ouais, je vais avoir le mental, quoi. Ouais, génial. Et pendant ce tournage, c'est là qu'est arrivé le rôle de Tamara dans Cat Size. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai pas commencé pour rien, c'est dingue. Ouais. Le destin, et comme le ressenti et l'instinct qu'on peut avoir parfois, il nous trompe pas, quoi. Il nous Non, trompe mais pas, c'est clair. Mais c'est clair. C'est un peu comme si je fais un bond en arrière, parce que c'est aussi ça l'intérêt de ce podcast. Tu décides de partir à Paris alors que t'as pas encore le rôle dans la comédie musicale. Non, mais tu vois, tout se rejoint quand tu réfléchis. Et effectivement, on commence à travailler un petit peu plus à distance d'ailleurs qu'en présentiel, parce que t'es dans le sud-ouest, moi je suis à Paris. On trouve des solutions pour mettre en place une programmation qui soit suffisamment adaptée. Dès que tu montes à Paris, on fait des séances en présentiel, de coaching, etc. Ouais. Et je sens chez toi tout de suite cette discipline et l'envie de travailler. Et se développe, parce que je me rappelle quand tu commences, tu me dis j'ai jamais supporté de m'entraîner en salle, ça me gonfle. Non, mais je préfère être honnête, je déteste ça. Je déteste le sport en général, le fait de me dire à tous les jours et tout. Ouais, pousser des barres et des machines, les gens ils sont chiants. Tu vois? Non, pas les gens sont chiants. Non, pour le coup, non. Tu me dis pas ça, mais tu me dis, voilà, c'est pas ma cam, quoi. Tu vois? Et, mais d'un seul coup, moi, je pense que mon travail principal, c'est de te faire aimer ça. Parce que non, mais c'est vrai, parce que je me dis, si elle travaille à contre-cœur, comme n'importe quoi dans la vie, ça durera pas. Et là, pour le coup, tu me dis, j'en ai marre de faire le yo-yo. Un coup, je fais un mois de sport, après, j'arrête pendant 3 mois, etc. J'ai un gros tournage qui arrive. J'ai besoin d'avoir du résultat esthétique, physique, et en plus de me préparer mentalement, parce que ça va être un tournage qui va être long, lourd et intense. Et donc là, je me dis, il faut quand même qu'on mette la notion de plaisir. Et on trouve quelques petites techniques qui vont finalement t'aider à apprécier de faire du renforcement musculaire, de soulever des charges au point que tu progresses. Et c'est toi-même qui me dis je peux aller m'entraîner demain, et moi je suis obligé de dire non, écoute, ça fait déjà 14 fois que tu t'entraînes cette semaine. Si on pouvait prendre une demi-journée de repos, ce serait peut-être bien. J'avoue, c'est dingue d'en être arrivé là, quoi. Ouais. Donc voilà, évidemment, j'avance un petit peu, mais c'est une prépa qu'on commence, je crois, au mois de mai, pour un tournage qui commence en octobre, novembre. Septembre. Octobre, on a commencé octobre, mais septembre, on avait... Donc on avait quand même 5-6 mois devant nous pour travailler correctement, ce qui est un luxe, je te le dis, parce qu'effectivement, ça je le répéterai jamais assez, mais le résultat arrive avec la patience aussi. Et trop souvent dans vos métiers, moi-même je suis sollicité pour, écoute, j'ai cette scène ou ce rôle dans 1 mois ou dans 3 semaines, il faut que je sois comme ça. Malheureusement, ça c'est les aléas de votre job. Là, pour le coup, on a le luxe de se dire, on a 6 mois devant nous pour travailler correctement. Et puis, je vois que tes performances augmentent et que ta silhouette change, et que surtout au-delà de ça, même si évidemment c'est l'intérêt principal par rapport au rôle que tu as à défendre, tu prends un pied pas possible. Et c'est là où j'ai été le plus étonnée, c'est quand tu m'avais rajouté de la course à pied. Ouais, je me rappelle, tu me dis, non, mais moi je déteste ça, je vais courir. Parce que la salle, en vrai, ça allait, tu vois, j'ai eu l'habitude. Mais en fait, c'était plus le fait d'y aller toute seule. J'ai dit, mais je vais jamais tenir toute seule, à me motiver toute seule, parce que je faisais avec personne. Tu vois, moi, j'étais alone. Donc, et quand tu m'as rajouté après la course à pied, j'ai fait une blague. Je me rappelle de cet échange WhatsApp où tu me dis, mais Tony, je sais pas courir, j'aime pas. Voilà, c'était le WhatsApp que tu m'as envoyé. Ah, j'aime pas. Maintenant, j'adore. Ouais. T'es même arrivé presque à aimer ça à outrance, j'ai envie de te dire, parce que dans le cadre de la prépa, sans rentrer dans les aspects techniques et chiants, mais on doit un petit peu tout calibrer pour être sûr que le jour J, tu sois à point, comme on dit. Ouais. Et donc, on doit gérer nos volumes d'entraînement, ce qu'on appelle les volumes d'entraînement, sur l'intensité des séances, le nombre de séances par semaine, la durée des séances, le type de programmation. Je t'avais programmé, un petit peu comme on peut le faire à la boxe, une phase de sèche, parce qu'il faut savoir que dans ce rôle, tu as un lycra très près du corps, hyper sexy, etc. Donc, il faut forcément, malgré tout, que esthétiquement, à l'image, ça envoie. Et puis, je t'avais programmé cette sèche pour le mois de septembre, pour que ce soit nickel en octobre. Et puis, nous voilà, notre petite Camille qui fin août, déjà, finit sa sèche et qui me dit, j'ai arrêté de bouffer, j'ai fait 8 séances par semaine. Enfin bon, t'as été tellement vite. C'est vrai. Après, en fait, c'est là où c'est dingue aussi, c'est parce que beaucoup de gens m'ont demandé ce que j'avais fait exactement. J'ai envie de répondre, du coup j'en profite, on parle de ça, pour répondre à toutes les personnes qui m'ont demandé ce que j'avais fait. Donc savoir d'abord, j'ai commencé par le programme Silhouette. Ton programme Silhouette était fantastique. Ensuite, j'ai fait le programme Endurance. Et ensuite, on a vraiment fait du sur-mesure ensemble. Ouais. Et ce que j'aimais dans ta manière aussi de travailler, c'est que c'était jamais la même chose.
et que du coup, même quand tu as des acquis, au final, tu passes à autre chose. Enfin, la course à pied, tu me l'as rajouté pile au bon moment où d'un seul coup, il fallait changer pour continuer à évoluer. Et ça, tu me l'as fait comprendre, c'est que dès que tu changes d'activité, tu continues à évoluer parce que tu mets tout le temps en fait ton corps dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Il y a déjà de ça. Après, il y a des gens qui vont être complètement contre cette idée parce qu'ils vont dire que c'est la routine qui fait les résultats. Et je suis d'accord aussi. Mais ce qu'on peut oublier, c'est qui on a affaire en face de nous. Ouais. Moi, j'avais quelqu'un en face de moi qui avait besoin d'être séduite par le process. Et je pars du principe qu'on ne peut pas être séduit quand on finit par faire toujours la même chose, à la même heure, au même... Mais j'ai réussi à avoir une routine et à la fois de la nouveauté. C'est là où je pense que c'est ça qui a été ultra efficace. C'était ça qui était important, effectivement. Et ça, c'est dingue. Et au niveau de la nourriture, on me demandait souvent si je me privais. Je ne me suis pas privée. Franchement, c'est juste que j'ai jamais vraiment mangé entre les repas. Ça, c'est un fait. Jamais vraiment mangé entre les repas. Après, la semaine, juste, j'essaie un repas sur 2, de ne pas mettre de féculents. Oui, après, voilà, il y a eu une phase où, comme je te disais, pour la sèche, là, on va plus se concentrer sur la nutrition. Moi, j'aurais voulu que ce soit fait en septembre. Tu me l'as fait en plein été. Du coup, on est arrivé au mois de septembre et c'est ça où il faut faire attention. Où, on avait une petite baisse d'énergie, plus le stress de l'arrivée du tournage qui a fait qu'on a dû revoir un petit peu les choses. Mais bon, moi, je trouve que ça fait partie de cette réussite-là parce que tu as voulu ce rôle. Encore une fois, tu travailles fort pour l'avoir. On n'a rien sans rien. Je préfère le répéter parce que j'aime quand on a pleine conscience du goût du travail, du goût de l'effort et de là où ça peut nous emmener. Ce tournage, il dure 5 mois, c'est ça ? Très physique, très intense. Encore une nouveauté pour toi. Est-ce que c'est le tournage déjà le plus long que tu aies fait ? Déjà, avec un rôle que tu n'avais jamais fait auparavant d'action girl, quoi. Complètement. Et puis même dans l'aspect, tu vois, les cheveux noirs, un truc très dark... un peu dur, quoi. Les cascades, tout ça. Les cascades, mais alors ça, moi, je rêverais d'être la Tom Cruise française. Ah, génial. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire, malheureusement, sur un tournage. Ok, oui, à cause des assurances. Voilà, notamment escalader l'arête extérieure de la Tour Eiffel à 200 mètres, je n'ai pas le droit. Alors que c'est presque moins dangereux au final, parce qu'on a une équipe de cascades, les Coderliers, qui sont fantastiques. T'es plus en sécurité comme ça qu'en courant dans les escaliers où tu peux te casser la figure, quoi. Donc c'est là où c'est dingue, mais... Bref, mais en tout cas, c'est là où je me dis que la préparation physique m'a aidé. Maintenant, c'est sur 5 mois, c'est compliqué à tenir parce nous en France, autant aux États-Unis, il y a cette culture. Tu les vois tous, presque c'est trop. T'as presque un souci de vérité aux States, tu vois. Mais et le sport fait partie de la culture là-bas et c'est important de pouvoir continuer à faire son sport en tournage. Nous là, c'est strictement impossible quand on est là tous les jours. Alors, oui, mais pour le coup, tu t'es prouvé à toi-même qu'on a réussi à le faire. Puisque, mais je peux pas, tu vois, je le fais soit le week-end. Bien sûr. Non, mais les intensités sont obligatoirement réduites de par les heures de tournage. Il faut le dire aussi aux auditeurs qui ne connaissent pas. Vous tournez de jour, vous tournez de nuit, vous tournez en mix. C'est-à-dire que sur une seule et même semaine, vous pouvez faire de la nuit et du jour et du machin. Vous avez des heures sup qui sont forcément à rajouter en fonction des aléas du tournage. Enfin, c'est jamais une science exacte. Malgré tout, pendant tout ce tournage, tu as réussi à garder cette discipline. Moi, je suis obligé de le dire, mais quand tu retournes, tu as 2 ou 3 jours où tu peux rentrer chez toi. La première chose que tu me demandes sur WhatsApp, tu es à peine dans le train, c'est Tony, quelle séance je fais demain ? Tu vois, non, mais il faut quand même... Ouais, c'est vrai. Mais je lâche pas parce que je pense que quand tu lâches... Non, mais je veux que tu en prennes conscience parce que, tu vois, quand on t'écoute, on dirait, mais non, c'est que tu as conservé cette discipline. C'est pour ça que je voulais... Évidemment, tu as eu tellement de réussite depuis le début dans ta carrière que ça aurait été compliqué d'en choisir une. Je parle de celle qui me concerne, entre guillemets. J'avoue, je suis assez fière de ça. Merci. Et celle qui est surtout la plus récente. Et je te tire mon chapeau parce que voilà, ça déchire à l'écran, parce que tu as réussi à maintenir cette régularité, cette force pendant un tournage qui est très intense. Et je suis content que tu me dises que tu en sois fière, parce que moi, je le suis. Et tu vois, en plus, ce qui est chouette, c'est que, même si c'est parti, d'abord d'un truc de santé, en mode j'en ai marre de me sentir à la ramasse et tout. Ensuite, du côté un peu esthétique, mental pour un personnage, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, le sport, j'ai besoin. Enfin, c'est même pas un besoin, c'est que c'est normal. Pour moi, c'est évident que le sport doit faire partie d'une vie pour une question de santé autant psychique que mentale. Après, je sais que la limite, elle est fine. J'ai eu un moment, vraiment, j'étais addict, t'es obligé de me freiner, tu vois. Mais à la fois, je pense pas que ça puisse... Enfin, trop de sport, ça peut exister, mais je préfère ça que de pas en faire du tout. C'est beaucoup plus facile, entre guillemets, à réguler le trop que le pas assez.
C'est clair. Et là où je suis content, c'est que ça fasse partie intégrante maintenant de ta vie, Ah sans, ouais, ces, franchement, sans ces moments de creux. Donc ça, c'est génial. En tout cas, j'espère, encore une fois, je suis singe. Touche le Ouais. parquet. Mais voilà, j'espère que ça fera toujours partie de ma vie et j'essaie de convertir le plus de gens qui m'entourent à ça parce que ça fait trop de bien. Bien sûr. Et tu sais quoi, je me suis rendu compte aussi pourquoi je détestais la course. Pourquoi je détestais soulever des poids. Mais parce qu'en fait, j'y arrivais pas. Donc en fait, j'aimais pas ça, mais parce que j'y arrivais pas. Ce rapport à l'échec, entre guillemets Le fait de pas y arriver, en fait, tu te dis, mais j'y arriverai jamais. Parce que comme on est très impatient aujourd'hui dans la vie, qu'on a tout à disposition, bon, bah, du coup, t'as pas envie de faire l'effort. Ce que tu te dis, et à ce moment-là, quand j'ai commencé à retravailler avec toi en mai, là, je me suis dit, je veux voir. On me dit tout le temps, il suffit de, faut pas lâcher et tout. Ben, je vais voir. Tu vois. Super. Mais ça, c'est intéressant que tu le dises parce que voilà, l'impatience, moi, dans mon métier, j'ai pas envie de te dire que je la côtoie tous les jours, mais voilà, les gens ont envie d'un résultat tout de suite, propre aussi forcément à ce qu'on peut voir sur les réseaux, etc. Ouais, tu ouais. vois, ces comparaisons éternelles. Les réseaux, c'est le côté très Voilà. Mais mauvais des c'est réseaux. toujours la question de se dire, ben voilà, comme quand tu prends des cours de chant, comme quand tu prends des cours d'acting, ça peut pas arriver tout de suite. Il faut travailler, il faut prendre du temps. Donc Mais là, tu commences c'est la avec vie, quoi. tu commences avec des bâtons, avec des poids de 3 kilos, et puis après 5, et puis après 10, et puis ça augmente comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, je suis très content que ça fasse partie de ta vie, quoi, tout simplement. Ah, merci à Anthony, parce que t'as quand même vraiment, je suis contente aussi. C'est sorti. On passe au E, qui est le dernier chapitre du podcast. J'ai l'impression qu'on est là depuis 24 heures, non? Mais c'est... On a beaucoup parlé. On Enfin, a j'ai beaucoup parlé. énormément parlé, mais je sais pas, moi je suis en kiff. À chaque fois que j'arrive au E, je me dis que c'est passé vite, alors qu'effectivement... Non, mais c'est passé vite et à la Ouais. fois, j'ai l'impression d'avoir parlé 24 heures et d'avoir saoulé tout le monde. Mais pas du tout. Mais arrête. Alors là, ça revient encore une fois. Le truc de oui, non, j'ai saoulé tout le monde, c'était pas assez. Stop. Arrêtez-vous, très cher. Camille Houssière, ça suffit. Je vous appelle par Je me tais. Oui, non. Pardon, ça serait pas bien. trop, parce que sinon. L'évolution, les prochaines étapes, parce qu'évidemment, on a parlé de ce tournage, mais il y a plein d'autres tournages aussi qui arrivent, qui sont en projet. Est-ce que tu peux, c'est toujours délicat d'en parler, mais est-ce que tu peux simplement nous dire, voilà, c'est du cinéma, les prochains, c'est ça? Il y a du cinéma, de la plateforme. Trop bien. Voilà, en fait, je n'ose pas dire, parce que tu sais, je suis un peu superstitieuse. Oui, et puis voilà, moi je peux comprendre. Mais voilà, Donc, t'as une belle année encore qui arrive avec des nouveaux projets, des premiers rôles au ciné, des premiers rôles sur certains. C'est ça. Ok. Ça, Je touche. On a touché 15 fois. C'est très très ça. bien. Ah, moi, je suis superstitieuse. Donc encore des projets artistiques qui, j'imagine, si tu as décidé de les faire, te tiennent à cœur. Complètement. Et où tu as envie de défendre de nouveaux personnages, des choses que tu n'as jamais faites avant. Oui. Ok. Le long métrage, c'est encore quelque chose de nouveau. C'est une espèce de comédie d'action. Voilà, il y a ça. Enfin, j'ai hâte. Franchement, là, j'ai hâte. C'est super. Je te demande quand même, parce que où en est la musique dans tout ça? Parce que non, mais c'est vrai, je le vois même dans tes réseaux, des fois quand tu postes une petite chanson à la guitare, ça t'arrive, tu vois, de temps en temps de Ouais. faire ces posts-là, tout le monde te dit, mais quand est-ce que tu rechantes? Quand est-ce que tu sors quelque chose? Est-ce que tu t'es réconcilié avec ça? Parce que c'est vrai qu'on a eu un passage un peu bref où tu as eu un dégoût. J'en ai pas parlé dans l'incertitude parce que on s'est un peu perdu aussi dans la conversation. Franchement, voilà. Je suis Je très pars dans honnête. tous les Je suis sens. très honnête. Je m'étais dit, il faut que je lui reparle de ça, mais c'est pas pour reparler de l'incertitude. Je veux rester sur le côté positif pour finir le podcast. Est-ce que ça te manque quand même? Est-ce que ça fait partie de projets futurs, d'évolution? Alors, je dirais pas que ça me manque en soi. Alors, enfin, je dis ça et à la fois, je suis allée voir la dernière comédie musicale de Dovatia que j'ai adorée. Je me disais, oh, ça me manque tellement. Je veux retourner sur scène et tout. Le côté comédie musicale me manque. Ok. La musique, mais pareil, en fait, tu vois, je me dis pareil, faire un album, je dis non, en fait, non, ça me manque pas et j'aime pas, mais parce que je m'en sens pas capable, parce que j'y arrive pas. C'est Alors que fou. je pourrais, je pense. Tu C'est vois fou. ce que je veux dire? C'est fou. C'est un peu comme le sport, la course à pied, j'aimais pas. Et là, la semaine dernière, je suis allée courir 7 km et j'étais comme une dingue. Je ne me suis pas arrêtée une seule seconde, alors qu'avant, pour faire 20 minutes, je m'arrêtais toutes les 5 secondes. Tu vois, T'auras peut-être besoin d'un petit déclencheur. Ouais, mais c'est pas impossible que ça vienne par le biais d'un film Ouais. avec des amis. Ok. Ok. Je vois de quoi tu parles. mais- Voilà, Bien on en sûr. parlera pas plus, Ouais, mais ouais. je pense que c'est Via des un projets, projet. en fait, via un projet que la musique pourrait pointer le bout de son nez, parce que Ok. je dis pas que j'ai pas envie, Mhm. mais j'ai envie de le faire bien et avec des belles chansons, des choses qui me ressemblent. Pas toi, la musique à une époque, l'époque où elle m'a dégoûtée, c'était une époque où on me faisait faire des choses qui pour moi me ressemblaient pas, Ouais. où je m'étais un peu perdue. Mhm. Et aujourd'hui, si je dois revenir en musique, je veux revenir avec des choses qui me ressemblent. Bien sûr, bien sûr.
superbe. Est-ce que tu as, c'est des questions un peu bateau, mais l'envie d'écrire, l'envie peut-être dans ta carrière à un moment donné de passer plus derrière la caméra. Quand je dis des questions bateau, c'est souvent ce qu'on demande à des artistes ou des comédiennes qui sont entre guillemets dans la fleur de l'action, dans la fleur de l'âge comme tu l'es là parce que les projets de comédie s'enchaînent. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais toucher un petit peu dans ta carrière? J'adorais écrire quand j'étais ado. Okay. Mais alors vraiment, je couchais tout sur le papier tout le temps. Okay. Puis j'étais très torturée. J'ai eu des décès dans mon école terribles. Enfin voilà, des choses qui... C'est pour ça, je pense que tu avais besoin d'évacuer. Ah ouais. Okay. Ma sensibilité, elle est de parce que j'ai vécu au collège, tu vois, et au lycée. Du coup, j'écrivais beaucoup et j'étais plutôt douée. En tout cas, bon, c'était le retour de mes parents. Est-ce qu'ils sont très objectifs? Je ne sais pas. Et j'aimais bien écrire. Après, j'aime même retoucher mes textes beaucoup. Je vais voir déceler des petits... Tu vois, des petits, je veux dire, mais là, tu vois, il y a un petit problème de compréhension ou sur la moralité du personnage. Donc, j'aime bien, c'est quelque chose qui m'attire. Donc, c'est pas impossible. Et je pourrais même te dire, ouais, non, mais en fait, je sais tellement pas où le vent va m'amener demain. Ouais, voilà, tu te projettes pas. Tu ne voyages pas dans le futur. Non. Ok. Camille, j'ai kiffé notre échange. Moi aussi. Non, mais sans déconner. C'était trop cool. J'ai toujours, souvent une petite tradition parce que vous êtes tout le temps interviewé. Vous faites tout le temps de la promo, vous faites des télés, des radios, etc. On vous pose constamment des questions. Mais moi, je vais te poser cette question-là. Est-ce qu'il y a une question aujourd'hui que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Ouais, je sais, tout le monde a la réaction là quand je la pose. Un sujet que tu aurais aimé aborder, que j'ai zappé, un thème, peu importe. Mais je t'avoue que non, parce que encore une fois, moi, ça c'est aussi, je suis comme Romain là-dessus. En mode, bon, déjà, je me dis, mais pourquoi? Qui ça va intéresser? Tu vois? Ça suffit tous les deux. Hein. J'ai déjà fait la morale la dernière fois, je vais pas commencer. Donc, tu vois? Bon, là, te dire quelle question tu aurais pu me poser qui pourrait intéresser, mais je vois pas. Non, mais peut-être. Voilà, t'es pas obligé. Hein. Mais est-ce que ça va, toi, Todi? Comment tu vas? Est-ce que, je sais pas... Moi, je vais te dire comment je vais. J'ai passé un moment super. Je suis convaincu, tu sais, je dis toujours pareil. Moi, je fais ça pour le kiff. Parce que c'est quelque chose déjà qu'on n'a jamais fait, alors que ça fait quelques années qu'on se connaît. Ouais, on se parle beaucoup, mais on se parle toujours soit dans le cadre du sport, avant, pendant, après une séance, autour d'un dîner qu'on peut faire avec des amis, etc. Mais en face-to-face, comme ça, on l'a jamais fait. Donc moi, c'est un réel kiff. Deuxième chose, pour des personnes comme toi, avec le parcours comme tu as eu, si j'ai une personne qui écoute ce podcast, tu vois, qui a vécu peut-être ce que tu as pu vivre à l'école, parce que tu en as parlé un petit peu, qui a ses rêves et qui n'ose pas, et qui écoute aujourd'hui et qui se dit « Putain, si elle a réussi, je peux y arriver aussi. » Moi, j'ai réussi mon podcast. Tu vois? Donc, je pars du principe que toute histoire est inspirante, qu'on soit connu, inconnu, qu'on fasse des trucs extraordinaires ou des trucs basiques du quotidien. On a tous quelque chose à défendre. Et je voulais te remercier sincèrement du temps que tu m'as donné. Parce que le temps est compté en ce moment, surtout sur tes jours de repos. Et tu aurais pu faire complètement autre chose et tu as accepté très gentiment mon invitation. Et pour ça, je veux te remercier. C'était avec plaisir. Camille, je te souhaite tout le meilleur. Toi aussi, vraiment. Et on se voit très bientôt sous une barre à squat. Allez, salut à tout le monde. Ciao.